Bonjour et bienvenue à vous tous, les 14, pour cette première table ronde voitures électriques et ultra connectées, les défis de la démocratisation. Vos noms sont installés, soit sur le desk, soit sur l'agora. Vous avez tous trouvé vos places, madame, messieurs. Voilà, parce qu'on a deux collèges qui vont s'exprimer successivement. En regardant la scène à droite, vous avez les experts du marché automobile, de l'évolution de la filière, de l'évolution de l'électrification, avec lesquels on va débuter cette première table ronde, parce qu'il faut faire le point, effectivement, savoir où on en est et quelles sont les problématiques qui se posent et qui s'imposent à tous. Vous savez tous, l'électrification, on ne l'a pas tous choisi. La décarbonation, on la souhaite tous, vous la souhaitez tous, mais à certaines conditions. Et puis, en regardant à gauche la scène, on aura ensuite les professionnels de l'innovation technologique pour essayer de répondre à la question, est-ce que la voiture de demain, qui sera électrique et ultra connectée, sera également abordable? C'est une vraie question qui se pose. Alors, Emmanuel, je te laisse avec notre premier panel. Merci Sandy. Je me tourne vers vous, messieurs. Bienvenue. J'espère que vous êtes confortables. C'est notre première préoccupation. Merci d'être là pour échanger ensemble sur The Extra Mile. Marc Mortureux, vous représentez la PFA, la plateforme filière automobile. Luc Châtel est retenu parce qu'il a des visites ministérielles, donc vous le remplacez au pied levé. Mais vous êtes un super pro, donc on vous fait confiance cet après-midi. Je vais commencer, c'est de l'humour évidemment, je vais commencer avec vous, Jean-Luc Brossard. Vous êtes président du CCFA, le comité des constructeurs français d'automobiles, et de AAA Data, qui édite les statistiques chaque mois, donc vous êtes le meilleur observateur, quelque part, statisticien du marché automobile. C'est pour ça que vous débutez. Je voudrais vous demander, quelle est votre analyse du marché aujourd'hui, en ce 16 octobre 2024 ? Oui, alors j'ai entendu qu'il fallait qu'on dise smile plutôt qu'extra mile. Donc, extra smile. Aujourd'hui, en fait, le marché, il faut être vigilant, le marché stagne. Mais il reste positif. Ça dépend si on raisonne marché français, marché européen, marché mondial. Marché mondial, comme vous avez vu, on a retrouvé 94 millions de véhicules vendus, ce qui équivaut en fait au chiffre de 2019. Marché européen, on a déjà vendu dans les 8 premiers mois 8 660 000 véhicules. Donc on est à une augmentation de l'ordre de 2% par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. Donc on est sur des augmentations. Marché français, malheureusement, on a eu un mauvais mois de septembre parce que le mois de septembre 2023 était très bon. Et donc on a sur les véhicules particuliers une baisse de 1,8%. Sur cumulé, les véhicules, cumulé 9 mois. 9 mois, oui. Et sur les véhicules avec les véhicules utilitaires légers, on est à moins 0,5 en fait. Et les camions, pour information, les camions sont à plus 5,3. Donc on est sur une stagnation. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Être vigilant et être cohérent. Être cohérent, ça veut dire quoi? C'est qu'on voit qu'il y a une stagnation de la demande et donc il faut ne pas détruire en fait cette demande et donc avoir des actions qui sont favorables. Et donc c'est vrai, comme l'a dit Luc Châtel lors du summit, faire attention à des pénalités si on faisait pas assez de véhicules électriques, associées à des pénalités si on vendait pas assez de thermiques. Donc il faut de la cohérence au niveau de la France et il faut de la cohérence au niveau de l'Europe. Notre demande, en fait, c'est d'avoir, au niveau européen, une cohérence sur les actions pour développer les différents marchés. Donc, action de l'écosystème, borne de recharge pour les véhicules électriques, type de taxation, type d'énergie décarbonée. Donc, les deux mots principaux, vigilance et cohérence. Donc, vous dites attention, l'automobile, le produit n'est pas le seul responsable. Il y a beaucoup de choses autour, il y a tout un écosystème. Justement, le véhicule électrique ralentit dans les immatriculations et surtout dans les prises de commandes. Il y a comme qui dirait un grain de sable. Oui, alors là, je prends ma casquette président de 3A Data. En fait, non, il ne ralentit pas. Si on raisonne en pourcentage, oui, il y a des pourcentages qui peuvent ralentir. Si on raisonne en chiffres, en fait, la progression ralentit. La progression ralentit, voilà. C'est comme l'inflation. L'inflation diminue, mais si l'inflation diminue, ça ne veut dire pas que les prix baissent. Donc en fait, en 2024, en France, on a encore vendu 15 000 véhicules de plus sur les 9 premiers mois qu'on en avait vendu l'année dernière. En véhicules électriques. En véhicules électriques. C'est une progression de 6%, je crois. C'est à peu près l'ordre de grandeur, oui, c'est entre 5, 9 et 6%. Donc on est sur une certaine logique. En Europe, par contre, on a perdu 70 000 voitures. Ces 70 000 voitures ont été perdues parce que, comme vous l'avez vu, il y a eu des arrêts de bonus, entre guillemets, en Allemagne. Les actions de marketing, en fait, prima la casse et autres, pour les gens qui ont fait du marketing et qui connaissent le marketing automobile, savent que ça peut être toxique, il faut faire attention. Les jours où on arrête, en fait, ces aides, on a
un peu disturber le marché, et donc il faut faire très attention. Donc aujourd'hui, on a un manque de 70 000 voitures. Néanmoins, ce qu'on a pu voir au mondial, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup d'offres. Vous avez beaucoup d'offres. Renault propose la R5, propose la R4 en 2025. On descend en gamme, hein, donc on arrive à séduire la population qui achète principalement des voitures. On a vu l'impact en France en fait de la livraison de la IC3. Hein, donc la IC3, il y a 3800 voitures qui ont été livrées à la fin du mois dernier. Ça a eu un impact direct, c'est-à-dire que les parts de marché du véhicule électrique sont montées à 20% en France, et le calcul CO2 qu'on a pu faire en France en septembre en fait est à 89 grammes. C'est-à-dire 6 grammes de moins que les 95 grammes qui sont la règle européenne sur laquelle on est attentif. Donc il faut espérer, donc il y a une vigilance, comme je l'ai dit, parce que le marché stagne. Il y a une source d'espoir parce qu'il y a beaucoup d'offres qui vont arriver. Donc un groupe comme Stellantis va proposer 40 modèles électriques. BMW, je pense que Vincent le dira, a des résultats électriques qui sont quand même très satisfaisants. Donc il y a des raisons d'espérer avec les offres. Renault apporte une nouvelle gamme qui est quand même, c'est pour moi le stand le plus intéressant du salon. Donc il y a quand même des raisons d'espérer. Marc Mortureux, vous êtes en charge de la défense de la filière automobile, vous œuvrez à la mise en cohérence des politiques publiques. Dieu sait que vous avez du travail, n'est-ce pas? Le ralentissement du marché automobile, c'est un fait. Hein. On est aux alentours d'1 750 000 immatriculations l'année dernière, et on est en baisse d'1,8, c'est ce que vous soulignez, Jean-Luc, à l'instant. Les industriels avaient énormément investi, ont énormément investi, et aujourd'hui l'électrification n'est pas tout à fait au rendez-vous. L'inquiétude de la filière, c'est ça que vous portez aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Effectivement, on est dans une semaine un peu paradoxale, avec d'un côté un mondial qui est plutôt vraiment une édition de renouveau, une édition vraiment avec un grand renouveau, avec beaucoup plus de constructeurs qu'on a eu il y a 2 ans, vraiment une ambiance relativement festive. On essaye de célébrer l'automobile et c'est important parce que, mine de rien, les Français, ils sont attachés à l'automobile et on le voit d'ailleurs, c'est aussi un succès populaire. Et de l'autre côté, au niveau de la filière, effectivement, l'ambiance est assez morose, il faut le reconnaître, depuis la rentrée. Et tout simplement pourquoi, et là je représente pas seulement constructeurs et grands équipementiers de rang 1, mais toutes les PME, les ETI de la filière qui travaillent pour l'automobile, qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis, pour la 5e année, on a des volumes globaux, toutes technologies, motorisation confondues, qui sont en forte baisse. Globalement, en 5 ans, on aura vendu l'équivalent de ce qu'on vendait avant en 4 ans, donc une baisse aujourd'hui de plus de 23%. Et toutes ces entreprises, finalement, elles arrivent à faire leur modèle économique par le volume. Donc fondamentalement, on a un vrai problème et une vraie fragilisation des entreprises de la filière. Et se rajoute à cela spécifiquement le coup de frein sur l'électrique. Beaucoup de nos entreprises, et nous avons incité à cela, ont investi vers l'électrique, puisque c'est le futur, c'est la trajectoire. Massivement. Et aujourd'hui, là aussi, les volumes ne sont pas là. Et se rajoute à cela une très très forte pression sur les coûts, sur les prix, dans la mesure où, bien évidemment, si on veut relancer le développement du marché, il faut baisser les prix. C'est quand même un gros sujet, il y a eu beaucoup d'inflation. Et du coup, ça met une pression sur les entreprises de la filière extrêmement forte. Donc tous ces éléments, effectivement, font que on sait, malheureusement, et ça a été dit ces derniers jours, qu'on en est arrivé à un stade où il y a des ajustements à faire, il va y avoir des restructurations un peu difficiles à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avenir, mais il faut tenir compte de la réalité du marché tel qu'il est. Et par contre, fondamentalement, garder le cap sur lequel on est, puisqu'on a engagé énormément d'investissements vers l'électrique. C'est de toute façon quand même le sens de l'avenir, le sens de l'histoire, puisqu'il faut décarboner, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on a effectivement une transformation qui se fait relativement dans la douleur. Toujours sur l'analyse des marchés, Francis Bartholomé, vous êtes président de Mobiliance, président de l'Opco Mobilité et distributeur automobile, il faut le rappeler, le groupe Saint-Christophe Automobile dans l'Est de la France. La distribution n'a pas été épargnée non plus par cette transition énergétique. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Les propos tenus par Jean-Luc Brossard et mon ami Marc à côté traduisent effectivement un malaise dans la distribution automobile. Il faut appeler un chat un chat.
Brossons quand même que nous sommes dans une structure, une société un peu de carbachine. Il ne faut pas avoir peur des termes. La voiture est quand même décriée par beaucoup et peut-être même pas trop souvent par certaines ONG qui, à mon avis, posent un certain nombre de problèmes et qui ont induit le fait qu'à un moment donné, on confond vitesse et précipitation, que globalement, ils sont tous d'accord qu'il fallait décarboner. D'ailleurs, je pense qu'on le fait tous de manière à notre niveau, de nos métiers, mais qu'à un moment donné, il était bon peut-être de faire en sorte que les clients, les futurs acheteurs potentiels, notamment pour la voiture électrique, soient des gens qui soient dans l'acceptabilité. Je trouve que on n'a pas assez expliqué les choses. On a opposé l'écologie à l'économie, c'est une grave erreur. Je ne vois pas qui permet d'être plus écolo que d'autres. Simplement, à un moment donné, on ne peut pas obliger les gens dans des contraintes qui leur donnent effectivement une façon d'arrière-goût par rapport à l'automobile. Je pourrais simplement on peut pas fonctionner à coup d'injonction. Les ZFE, quand vous dites à quelqu'un qui ne connaît pas trop la fin de mois et la fin de vie, que la semaine prochaine, il ne pourra pas rouler dans la rue de chez lui parce qu'il pas à l'école, parce qu'il n'a pas la bonne voiture, ça ne met pas les gens en confiance. Donc je pense qu'il faut qu'on revienne réellement, et c'est pour ça qu'on veut aussi être optimiste. Il y a devant nous effectivement des produits excellents. Je pense que le problème du prix, qui était un prix important qu'on ressent dans les concessions automobiles, va évoluer positivement, ne serait-ce que quand on voit sur le salon ces nouvelles voitures qui vont nous emmener quand même des voitures à 10 ou 15 000 euros de moins, ce qui est quand même effectivement important. Donc avoir quelque part des possibilités de nouveaux acheteurs, et ça c'est éminemment important pour demain. Et puis le fait que demain, on va comprendre que de toute façon, on ne reviendra pas en arrière. Nous concessionnaires, nous la distribution, on le sait très bien. Donc le problème n'est pas 2035. Il peut y avoir quelques aménagements pour 2035. C'est le deuxième point. Le problème, il est 2025 et 2026. Notre problème, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on peut dire à nos clients. Et je crois que permettez-moi d'insister sur un point essentiel. Ça va dans ce que laissait un petit peu Marc. C'est un problème de politique publique. Parce que si d'un côté on taxe les malus, on a raison de taxer les malus pour faire un peu de recettes fiscales, ça va déjà encombrer le marché du thermique qui n'est pas très bon. Mais si en plus de ça, les bonus ne sont pas au rendez-vous parce qu'effectivement cette politique publique a aussi besoin de faire des économies, on aura un réel problème pour redémarrer. Donc là, je pense que cette semaine du salon, rencontrer les politiques comme on l'a fait, expliquer les choses les uns ou les autres, vous l'avez tous fait, on l'a fait, c'est une sorte de cri d'alerte qu'on a poussé pour effectivement demain faire en sorte que le marché ne reste pas l'année prochaine, comme certains peuvent malheureusement le prendre, à 1 500 000 voitures. Marc Mortureux, on a entendu Luc Châtel réagir vertement aux perspectives de sévérisation potentielle du malus, vous l'avez tous entendu dans les médias, vers un impôt déguisé. Bon, vous avez rencontré la PFA, les ministres, vous avez peut-être des informations, je ne sais pas. Est-ce qu'on sait déjà vers quoi on tend pour 2025 ? Alors, ce qu'on sait maintenant, c'est ce qu'il y a dans le projet de loi de finances. C'est cet après-midi que commencent les débats au Parlement. C'est ça. Ils s'annoncent certainement relativement agités, ces débats. Donc, à ce stade, c'est extrêmement difficile ce vers quoi on va aller. Nous, ce qu'on dit simplement, parce qu'on est parfaitement conscient des contraintes budgétaires, on a signé un contrat de filière, d'ailleurs avec l'amont et l'aval de la filière. Il faut qu'il soit respecté. Tout récemment, il y a quelques mois. Et nous, on joue le jeu, on est au rendez-vous, on a investi massivement et l'État s'est engagé à nos côtés à nous accompagner. Et on sait très bien, on l'a vu en Allemagne, que quand il n'y a plus de bonus, il y a des chutes très importantes des ventes de véhicules électriques, tant que les véhicules électriques sont sensiblement plus chers que les véhicules thermiques. Le projet de loi de finances à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se prépare? C'est effectivement très probablement plus de bonus ou quasiment plus de bonus, en tout cas pour les gens qui achètent des véhicules neufs, qui sont plutôt les personnes aisées, c'est ce qui se très prévoit. probablement. Ouais, okay. Et parallèlement, effectivement, on étend le malus à quasiment 80% de tous les véhicules thermiques. Et donc on va rentrer dans quelque chose où, si on ne vend pas assez d'électrique, on va se faire pénaliser, vous le savez, au niveau européen par la réglementation café. Et le challenge est extrêmement difficile, et si on n'a pas les bonus, ça va être encore plus difficile. Et de l'autre côté, si on vend du thermique, on se fait pénaliser aussi. Et ça va quand même assez largement renforcer ce que je disais tout à l'heure sur le problème des volumes, parce que si on croit qu'en augmentant le prix des véhicules thermiques, les gens vont basculer vers l'achat de véhicules hybrides ou électriques qui sont plus chers, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Donc voilà, on est effectivement inquiet.
On espère, parce que les ministres ont effectivement entendu le message, hein, ça a été beaucoup de fois répété, on espère que ça sera entendu, mais à ce stade, c'est difficile de s'engager. J'aimerais savoir si les vérités sont successives parfois, parce que Jean-Luc Brossard, le nouveau ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, a dit début octobre, lors de sa visite de l'usine Stellantis de Sochaux, qu'il faudrait quand même peut-être apporter des aides aux flottes pour qu'elles détiennent plus de véhicules électriques. Oui, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les véhicules électriques vendus, 65% sont achetés par des véhicules particuliers. Donc, si on regarde les flottes, ça représente simplement 11% des flottes en fait sont électriques. Alors qu'il y a des contraintes pour les Alors grandes que la entreprises. loi, je crois que ça a été rappelé hier par le ministre, Monsieur Armand, la loi LOM en fait disait qu'il fallait avoir 20, 40, 70% de véhicules électrifiés dans nos flottes. On n'y est pas. Et aujourd'hui, on n'y est pas, on est à 10 à 11%. Donc il est clair que c'est pénalise énormément le marché global de la mobilité parce que en fait c'est les flottes qui alimentent en particulier le marché d'occasion. Et donc si les flottes ne s'électrifient pas, le marché d'occasion va manquer en fait de véhicules électriques très rapidement. Donc c'est vrai qu'on est favorable à trouver une solution qui pénalise pas les entreprises. Là je peux prendre ma casquette MEDEF entre guillemets, mais qui a l'avantage en fait d'augmenter en fait la part des véhicules décarbonés en fait dans les flottes. Dans les flottes, ouais. Je voudrais qu'on continue avec vous. Jamel Taganza, vous êtes vice-président d'Innovef, société d'analyse de données des marchés automobiles internationaux. Vous êtes 100% dédié à la filière automobile. Oui, tout à fait. Je voudrais qu'on prenne un peu de recul maintenant et qu'on comprenne mieux ce rythme d'électrification qui est quand même pas simple sur les marchés européens et français. Innovef avait réalisé il y a 5 ans une étude qui m'avait beaucoup intéressé, qui alertait en réalité déjà à l'époque. Donc il y a 5 ans, c'était 2019, on se replace, d'accord ? Scénario d'évolution qui pouvait être beaucoup plus faible que les grands pronostics qui étaient en cours. Et quelles sont les conclusions de cette étude qui finalement étaient assez visionnaires ? Alors, bonjour à tous. Alors je ne suis pas là pour dire que vous voyez bien, on avait raison. Non, mais pas mon propos, en réalité, vous étiez dans le vrai. Alors, on était dans le vrai. En fait, l'idée première de cette étude était surtout d'identifier... Avec un micro au niveau du menton. C'était surtout d'identifier les forces, du moins les paramètres qui allaient pousser le marché à s'électrifier et ceux qui allaient le freiner. Donc des paramètres qui touchent aussi bien l'offre, donc l'offre des constructeurs notamment. On savait que ça serait en 2023-2024 que les produits démocratisables arriveraient finalement. Alors nous, notre scénario de croissance, il intégrait le fait qu'on allait atteindre un premier plateau à l'horizon plutôt 2025-2026. Ça arrivait un peu plus tôt. Mais de la même manière, en fait, la croissance du marché du véhicule électrique a été plus forte que celle qu'on avait anticipée pendant la période entre 2020 et 2024. Néanmoins, on avait quand même bien identifié que les premiers acheteurs de véhicules électriques étaient les early adopters et qui n'avaient pas forcément besoin des infrastructures de recharge ou des bonus pour pouvoir s'équiper. Et que même la réglementation qui a été mise en place au niveau européen n'était pas forcément là pour les aider à acheter des véhicules électriques. C'est plutôt l'offre des constructeurs. Alors, en premier lieu, il faut le dire, c'est quand même un constructeur comme Tesla qui a apporté des véhicules intéressants, qui a fait le nombre, et ça a été ensuite suivi par des constructeurs comme BMW ou les constructeurs français. Mais c'est d'abord l'offre qui a poussé les acheteurs à acheter des véhicules. On fera réagir tout à l'heure Vincent Salimon sur est-ce qu'on est après ou est-ce qu'on est en même temps. Alors là, effectivement, on atteint, la liberté de parole, c'est important. Jamel, la Chine, j'ai envie qu'on parle de la Chine 2 secondes. Là. Ils y sont arrivés, puisqu'ils sont partis bien avant nous, les Européens. Mais aujourd'hui, plus de 40% des ventes sont des véhicules électriques. Alors est-ce que c'est parce qu'on oblige les gens à les acheter ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Alors, en fait, la Chine a commencé il y a très longtemps son investissement dans le véhicule électrique, c'est certain, mais la vraie progression du marché du véhicule électrique en Chine est intervenue à peu près au moment qu'en Europe, à la sortie de la crise du Covid. Et si vous regardez en fait les courbes de développement du véhicule électrique en Europe et en Chine, elles sont similaires, sauf que celle de la Chine, naturellement, est à un niveau supérieur. C'est un benchmark pour l'Union européenne aujourd'hui, la Chine ? Assurément, puisque la Chine a mis en place toute la chaîne d'approvisionnement pour le véhicule électrique, en amont et aussi en aval, avec la distribution et l'offre en véhicule. Et c'est un benchmark parce que ça nous permet de comprendre à quel rythme le marché du véhicule électrique en Europe, et pas simplement 100% électrique, mais aussi en PHEV,
peut réellement croître ou à quel rythme il peut Donc aller vous disiez, 2025-2026, on allait stagner. Bon, c'est en 2024 que ça se passe globalement. Et donc en Chine, ils ont des véhicules très abordables aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un plateau en Chine actuellement, Il y a aussi sur un le plateau. véhicule 100% électrique. Ok. Donc c'est On ne peut pas obliger les gens, finalement. On peut presque. Ouais. Francis Bartholomé. Oui, c'est le problème de la démocratie n'est pas favorable. Le système chinois l'est plus. Simplement, sachez, quand vous achetez une voiture en Chine, vous n'allez pas chez le concessionnaire. Vous commencez déjà à aller dans la 320, comme nous chez nous, une préfecture, où vous allez acheter votre plaque. Et votre plaque, si vous achetez une voiture chinoise, la plaque, vous l'avez tout de suite. Les autres plaques, ne l'avez pas tout de suite. Ça peut être 6 mois, 8 mois ou 1 an. Alors évidemment, si on faisons ça en France, ça va aller très vite. Sauf qu'on risque d'avoir quelques gilets de couleur dans les rues. Nous, oui, c'est ça, c'est un facteur de gilet jaunisation à grande vitesse. Bernard Julien, juste un point peut-être. Pardon, jamais. Sur ce Excusez-moi. Effectivement, il y a des mesures incitatives et très pushy pour acheter des véhicules électriques, mais elles s'accompagnent aussi par des mesures qui incitent les constructeurs à proposer des véhicules abordables. Donc il n'y a pas plus de raison qu'il y ait une révolution en Chine qu'en France. Bernard Julien, vous êtes économiste, dirigeant de Feria, vous êtes analyste expert de la filière automobile. La dynamique de la demande en véhicules électriques, donc elle est basse, en tout cas elle diminue. Vous aviez vous-même bâti des scénarios d'électrification. Est-ce qu'ils sont remis en cause? Pas les vôtres, mais ceux que l'on admettait comme étant justes. En gros, avant 2020, on avait tous des scénarios qui étaient beaucoup plus prudents que ce qu'on a constaté entre 2020 et 2024. Ce que je dirais, moi, c'est que on s'attendait, comme Jamel le disait, à atteindre un palier. Et on imaginait que, à l'occasion de l'année 2025, qui voyait la modification du café, on sauterait ce palier-là parce que les constructeurs développeraient des offres beaucoup plus accessibles qu'ils réserveraient plutôt à leurs immatriculations 2025 pour atteindre leur café. Donc on a eu ça, mais en 10 fois pire. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, à cause de la décision du tribunal constitutionnel, a arrêté les aides. Et du coup, on a eu effectivement une baisse et le sentiment que c'était la cata, essentiellement pour cette raison-là. Je regardais ce matin les exportations de véhicules électriques françaises, qui sont très faibles, mais qui le sont encore plus cette année, parce que les autres années, nous vendions 40 000 voitures aux Allemands. Cette année, on ne leur aura vendu que 20 000. D'accord. Et donc, très clairement, si vous voulez, le décrochage, il est là, et presque uniquement là, parce que la France se comporte bien, que Espagne et Italie continuent de se comporter très mal, mais un tout petit peu moins mal, que la Belgique, ça va, etc. Donc, il y a bien un problème. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais les lancements des modèles abordables réussissent, on saute le palier. Le problème que posait Marc et que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on va réussir à ce que ces voitures soient lancées? Et pour nous, Français, c'est particulièrement important parce que l'espoir de réindustrialisation que l'on nourrit face à l'électrification, le plan Macron, ou l'idée qu'on avait, est très lié à la réussite de certains modèles, dont la R5. Évidemment, la grande angoisse aujourd'hui, c'est qu'on rate le lancement de IC3, qu'on rate le lancement de la R5, parce que le bonus insuffisant ne permettrait pas que ces lancements soient réussis. Donc on est très dépendant de cela. Alors moi, je suis un tout petit peu en décalage par rapport à d'autres, au sens où je comprends la contrainte budgétaire. Je la comprends tellement bien que je constate que jusqu'ici, le régime bonus-malus, il a été plutôt déficitaire. Ouais. C'est-à-dire qu'on distribuait plus de bonus qu'on ne collectait de malus. On a eu un leasing donné... électrique aussi, Bernard Julien, qui a remporté un certain succès, 50 000 voitures. Oui, 50 000 voitures, oui. Alors c'est peut extrêmement onéreux. Très cher pour pas beaucoup de voitures, voilà, en réalité. Et ça fait 50 000 voitures, si je calcule bien, ça fait quelque chose comme 1/1000 du parc. Donc l'idée qu'on fait quelque chose pour les pauvres, c'est bien, c'est sympathique, mais ça change pas grand-chose aux données fondamentales du problème, si on veut. Ouais. Donc moi, si on veut, à mon sens, réussir les lancements de véhicules du type R5, on les réussira plutôt avec une prime à 3 ou 4 000 sur les véhicules électriques sans distinction de revenus. Ne pas retirer les primes, les bonus véhicules électriques. Sinon, on effondre le marché, en quelque sorte. Moi, je regardais
les dépenses en voiture neuve des ménages, elles sont globalement stagnantes. Et les ménages, pourquoi procèdent-ils ainsi? Parce qu'ils trouvent chaussures à leurs pieds sur le marché de l'occasion, avec du matériel qui est d'assez bonne qualité et qui ne se havanise pas ou ne se cubanise pas, qui correspond tout simplement à cela. Donc aujourd'hui, nous avons un parc de 40 millions de voitures, de 12 ans de moyenne d'âge. C'est ça qu'il faut électrifier. On le fera, effectivement, essentiellement avec des voitures d'occasion. Évidemment, ces voitures d'occasion, elles seront plus nombreuses et plus abordables si on réussit la descente en gamme. Donc pour moi, la question des volumes sur le marché européen, c'est une question de prix. La question de la part de marché des véhicules électriques, c'est à nouveau une question de prix. Donc c'est autour de cela qu'il va falloir travailler. On a entendu que la clause de revoyure risquait d'être plutôt 2025 que 2026. Là, évidemment, il va falloir se demander comment est-ce qu'on fait pour trouver des volumes et donc des prix. Et effectivement, par rapport à ce qu'on disait il y a un instant sur le fait qu'il manquait 20% du marché par rapport à 2019, par rapport à la casse sociale. Il manquera toujours 20% cette année. Il manquera 20% en 24. Est-ce qu'on veut revenir au niveau de 2019 ou bien est-ce qu'on accepte ça pour toujours, avec ce que ça veut dire en termes de fermeture de sites, de dégâts pour l'industrie équipementière et finalement de guerre de tous contre tous pour attirer les usines de véhicules électriques? C'est une question qu'il ne faudra pas éviter dans les discussions que l'UE organisera dans l'année qui viendra. Et on a chez les partisans de l'innovation, je ne vous oublie pas, je vous ferai parler juste après, bien entendu des gens concernés au premier chef, ce sont les industriels. Vincent Salimon, je vous cède la parole maintenant. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Vous dirigez en France la filiale de BMW Group, qui regroupe les marques BMW Mini en automobile et BMW Motorrad en moto. Alors la moto, ça va très bien, mais il n'y a pas d'électrification encore très forte. Bien sûr. Mais si, il y a le CE03. Bien sûr. Électrification en moto, juste pour votre information, on a 2 scooters électriques, 100% électriques sur le mondial, sur notre stand. Ils représentent 30% du moteur, enfin la France représente 30% du volume mondial de scooters électriques pour BMW Motorrad, et Paris représente 20% de notre volume mondial. Donc le scooter électrique ou le 2 roues électrique fait partie de la décarbonation du parc. Exactement, comment ? Mais pas de votre café, c'est ça? Du café, mais... C'est la cuillère qui permet de tourner le café, mais c'est pas le Emmanuel, café. Vous pourrez me laisser juste dire un mot. En fait, on est tous focalisés sur l'électrique, je suis d'accord, mais en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de baisser les émissions de CO2 du parc. Donc c'est pour ça que c'est bien de parler de l'électrique, mais on le voit bien aujourd'hui, les émissions de CO2, elles baissent pas, parce qu'en fait, le parc baisse, le parc vieillit, exactement. Ouais. On renouvelle pas avec des voitures thermiques qui pourraient baisser les émissions de CO2 de 50% par rapport à ce qu'elles représentaient il y a 20 ans. Et au final, si on force l'électrique, on se retrouve avec des émissions de CO2 qui sont stables sur le parc parce que le parc est stable. Ça pose la question des incitations, de la politique publique. Le leasing électrique, pour vous, c'était une bonne idée? Il faut le reconduire? Alors, pour moi, le leasing électrique était... Alors d'abord, je n'en ai pas fait, donc j'en parle de manière complètement objective, lapsus, de manière complètement objective, parce que c'est vrai qu'on n'était pas impacté par BMW Mini. En fait, je pense que c'est une très bonne chose, le leasing social, le leasing électrique, parce que ça permet de donner accès au 100% électrique à une part de la population qui, 1, n'achète pas de voiture neuve, en général, et 2, n'aurait jamais acheté de voiture électrique. La grosse erreur qui a été faite, et à chaque fois on fait des choses très bien, mais on les fait de manière un peu précipitée et donc pas calculée sur le marché français ou en France. Ce qui n'a pas été bien fait, c'est qu'on a permis la communication sur le leasing social. Et moi, si j'avais été au gouvernement, j'aurais dit oui, on met 50 000 dossiers. Alors c'est vrai qu'on a augmenté de 15 000 voitures électriques par rapport à l'année dernière, mais il n'y avait pas de leasing social l'année dernière. Donc en fait, on baisse de 35 000. Parce que si on avait eu le leasing social, on en aurait fait plus l'année dernière. Mais moi, j'aurais interdit la communication parce que ça a fait croire à tout le monde qu'une voiture électrique, ça coûtait 49 €, 99 € ou 149 € par mois. Et en fait, une voiture électrique, ça coûte 400, 500, 600 € par mois. C'est la réalité. Simplement, quand on met 13 000 € de subvention, quand on met une valeur résiduelle, quand on demande à Francis de mettre une valeur résiduelle complètement délirante, il va s'en mordre les doigts dans 2 ans quand il aura des buybacks, si tu en as fait, Francis. Non, alors en l'occurrence, moi j'en ai pas fait. Oui, c'est ça, c'est Vincent qui les reprend. Non, mais ça a faussé. Donc le leasing social, pour moi, c'est très bien, il faut continuer en 2025-2026. Par contre, il faut interdire la communication externe. Et comment le faire? En fait, moi je suis employeur, j'ai 1000 collaborateurs dans mon groupe.
je sais qui est éligible au leasing social. Donc en tant qu'employeur, je peux envoyer la proposition à mes collaborateurs. Donc il faut France passer par le Travail monde de peut le l'entreprise. faire directement, mais il faut pas de communication ouverte parce qu'une voiture électrique, ça a son coût et il ne faut pas faire croire aux gens qu'une voiture électrique, ça coûte 49 € par mois. Alors chez BMW, ça peut coûter le même loyer qu'un véhicule thermique. Exactement. En fait, le succès, puisqu'on parle du 100% électrique, et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, le marché il stagne entre 15 et 17%, et on est effectivement sur un plateau. Nous, au niveau mondial, on est à 17% de mix au niveau mondial, sachant qu'il y a des régions où on ne vend pas du tout de 100% électrique. Au niveau européen, on est au-dessus des 20%, et en France, avec BMW, on est à 26% de mix aujourd'hui, et on est même à 50% d'électrifié, 26% en 100% électrique et 24% en hybride rechargeable. Comment on y arrive? En fait, il n'y a pas de secret. Et j'ai adoré, je peux le dire, et on est transparent, hein, on est entre nous, donc on peut tout dire. J'ai adoré les propos de Luc, Marc, hier, au Summit, quand Luc a dit qu'on oubliait juste un tout petit peu le consommateur. En fait, on arrive avec des réglementations en disant tiens, on va faire comme ça, et finalement, ça va se passer comme ça. Mais au final, le consommateur, il n'achète pas de voiture. On a perdu 1 million de voitures en 5 ans, et j'en parle facilement aussi parce que BMW, en 5 ans, on a progressé de 23% par rapport à 2019, quand le marché a fait moins 23%. Simplement, on a oublié le consommateur, et le consommateur, il renouvelle pas sa voiture, et du coup, le parc vieillit. Donc nous, comment on a réussi à monter à 26% de mix, c'est qu'on a pensé aux consommateurs. Donc qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a mis en place une offre de véhicules 100% électriques. Et l'offre, c'est quoi? C'est un véhicule 100% électrique dans la totalité de la gamme, sur tous les segments. Comme ça, quelle que soit la taille de la voiture, vous avez une 100% électrique chez BMW. Et en plus, on ne vous demande pas de choisir la voiture parce qu'elle a une batterie et qu'elle est en zéro émission, c'est qu'on vous propose d'acheter un X1, par exemple, tout simplement, le modèle que vous souhaitez, et ensuite vous choisissez votre motorisation, thermique, hybride rechargeable ou 100% électrique. Deuxième élément, c'est la formation des équipes commerciales dans le réseau. C'est indispensable. Nous, on a mis toutes les équipes commerciales du réseau dans des voitures. On les a emmenées chez Ionity, ça nous appartient, c'est très bien, on est actionnaire. Et on leur a montré comment recharger, comment utiliser l'application BMW, My BMW. Parce qu'en fait, si on n'a jamais conduit une voiture 100% électrique, on ne peut pas la vendre. Ensuite, il y a de l'éducation aux clients. Et donc, effectivement, ça passe par les équipes commerciales. Et enfin, et Emmanuel, vous l'avez bien mentionné, il y a le coût du 100% électrique. Et effectivement, on a besoin de subventions parce qu'aujourd'hui, une voiture 100% électrique, ça coûte plus d'argent qu'une thermique parce que les volumes ne sont pas complètement là. Donc nous, un Countryman, c'est 450 € par mois, qu'il soit en thermique ou en électrique. Et un X1, c'est 490 € par mois. Et comment on le fait? On le fait parce que Tesla n'était pas tout seul il y a 10 ans quand ils ont lancé le modèle S en Europe. On lançait la BMW i3 aussi. Renault lançait la Zoé, Nissan lançait la Leaf, et en fait, depuis 10 ans, on a beaucoup de recul sur le 100% électrique, on maîtrise les valeurs résiduelles du 100% électrique, et du coup, ça nous permet d'avoir des valeurs résiduelles compétitives, qui, avec la subvention de 4 000 € aujourd'hui, j'espère qu'il y en aura encore un petit peu l'année prochaine, nous permet d'avoir un coût de détention sans avoir des valeurs résiduelles complètement débiles pour le réseau, parce qu'on fait effectivement les buybacks, mais du coup, ça permet au client de choisir, et choisir en fonction de son besoin, en l'écoutant en fait de son utilisation et pas uniquement parce qu'on essaye de le forcer, parce qu'en plus le français on sait qu'il a la tête un petit peu dure et il n'achète pas ce qu'on lui demande d'acheter, il achète ce qu'il veut acheter. La France est une succession de minorités, il faut le savoir. Je vais me tourner et je reviens vers vous messieurs, vers notre Agora, et je voudrais interroger Jean-Louis Pech juste avec une question. Bonjour monsieur Pech, vous êtes président de la FIEVL, la Fédération des industriels d'équipements pour véhicules. Évidemment, la conséquence des marchés européens qui vendent moins de voitures, c'est que les équipementiers ne sont pas forcément en super forme. Quelle est la santé de vos adhérents? Effectivement, cette baisse des volumes, suite aux investissements énormes qui ont été faits par les équipementiers, qui représentent à peu près 75% de la valeur du véhicule, cette baisse de volume, ou en tout cas cette non-progression des volumes, pose problème. Il faut distinguer la taille des entreprises. Vous avez un certain nombre de grands groupes, et on a la chance en France d'avoir de grands groupes équipementiers qui peuvent être présents en Chine, aux États-Unis, dans différents pays, et donc quelque part qui managent le risque. Mais pour les PME et les ETI du territoire, c'est beaucoup plus difficile. Donc ils sont en lien direct avec la production sur le territoire, et on sait que cette production sur le territoire est en faiblesse depuis d'ailleurs des années. On n'a pas retrouvé les niveaux d'avant Covid, loin s'en faut. Et donc effectivement, pour les unités de production sur le territoire français,
c'est assez dramatique et on a déjà, si ce n'est les plans de réduction du temps de travail, mais déjà des plans de licenciement, de fermeture de sites. Donc on a essayé de sensibiliser les pouvoirs publics sur le fait qu'il y avait cette situation. Cette situation d'ailleurs avait été identifiée il y a très longtemps. Enfin, lorsque le choix a été fait d'avoir le tout électrique alors que la filière essayait de proposer plutôt une approche de neutralité technologique, fixant bien sûr les objectifs de carbone à terme, mais avoir davantage de souplesse dans le calendrier. On n'a pas été entendu, il faut appeler un chat un chat. Et donc on avait bien pointé les risques en matière d'emploi qui étaient associés. Nous y sommes. Et ce qui est important, c'est de ne pas en plus tirer sur l'ambulance, parce que déjà, on est en difficulté. Si en plus, effectivement, la fiscalité, un certain nombre de mesures sont prises, ça finira finalement d'affaiblir et peut-être irrémédiablement le tissu économique de notre filière. Ouais, il y a bien un danger, en effet. Samedi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Louis Pech. On parlera évidemment d'innovation dans quelques minutes. On va revenir sur ce scénario 2035 avec la fin de la production des moteurs thermiques. Est-ce que c'est encore crédible? Est-ce encore faisable? Est-ce qu'on doit ou non le remettre en question? Je me tourne vers vous, monsieur Marc Mortureux, pour savoir ce que vous en pensez. Faut-il aménager, contester ou aller vers un renoncement, à votre avis? Alors, ça a bien occupé les débats depuis 2 jours dans le cadre du Mondial de l'Auto et en particulier du Summit. Je crois que la première des choses qu'on peut dire sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que oui, on est en difficulté, mais c'est pas pour autant qu'il faut fondamentalement remettre en cause le cap. On est parti, on a investi, on n'a pas le choix parce qu'il faut décarboner, donc il faut garder le cap, et ça je crois que tout le monde est d'accord. Alors Marc Mortureux, excusez-moi, je vous interromps, on va passer une diapo qu'il faut absolument qu'on vous montre. C'est une projection établie par Dataforce. Alors, messieurs les intervenants, vous ne voyez pas sur les écrans de retour de manière très claire, mais il s'agit de la perspective donc 2024 et 2025. Vous voyez les grands constructeurs qui sont les histogrammes verts, et vous voyez la ligne plutôt noire qui est 2024, la perspective d'atteinte des objectifs café, et vous voyez que l'ensemble des constructeurs sont à peu près dedans, mais pour 2025, c'est la ligne blanche, et là c'est presque une ligne rouge, Marc Mortureux. Voilà, alors c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire aujourd'hui notre problème n'est pas tellement 2035. Aujourd'hui, notre problème, c'est maintenant, et effectivement, par rapport à un tel graphique, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à une réglementation? On a des problèmes de fin de mois ou de fin d'année. Alors, on a le problème que, effectivement, avec le ralentissement de l'électrique cette année en Europe, la trajectoire qu'on anticipait pour 2025, qui devait permettre de passer, devient beaucoup plus difficile à atteindre. Ce qui est clair, c'est que faut en tout état de cause éviter des solutions qui seraient un peu catastrophiques. C'est soit tous les constructeurs européens sont obligés de payer un de lourdes pénalités au moment où ils doivent investir comme des fous, soit ils font du pooling avec les nouveaux entrants, notamment des constructeurs chinois, pour atteindre leur objectif café finalement en subventionnant leurs concurrents nouveaux entrants sur le marché européen. Soit, troisième préoccupation que nous avons au niveau de la filière, c'est des constructeurs qui pilotent au jour le jour leur café 2025, et s'ils n'arrivent pas à vendre suffisamment de véhicules électriques, ils réduisent aussi leur vente de véhicules thermiques pour tenir la moyenne. Parce que, évidemment, comme conséquence pour tous les équipementiers et les fournisseurs, c'est que les volumes vont encore davantage baisser. Nous, ce qu'on dit en premier lieu, c'est pour sortir par le haut, il faut déjà que les pays, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, soient un peu cohérents avec les objectifs qu'ils ont fixés, c'est-à-dire qu'ils accompagnent l'industrie automobile avec les infrastructures de recharge, avec les aides à l'achat. C'est vraiment la façon de sortir par le haut. Après, vous le savez, il y a un débat à l'heure actuelle, est-ce qu'il faut remettre en cause ou pas les règles 2025? Moi, d'abord, je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que, à la fois, les positionnements des uns et des autres ne sont pas tout à fait les mêmes. Et à ce stade, on ne sait pas très bien, même juridiquement, ce qui est possible de faire, puisque 2025, c'est demain. Donc nous, notre premier message, c'est de dire, mais créons les conditions pour qu'on soit capable de tenir ces objectifs 2025 sans que le prix à payer ne soit trop lourd. On a entendu les deux constructeurs français prendre position. On a cru d'ailleurs qu'il y avait une divergence, mais en réalité pas du tout. C'est simplement qu'il y a des difficultés pour atteindre. En effet, je voudrais vous poser la question, Vincent Salimon, est-ce que BMW est prêt pour 2025?
Alors Et pour plus BMW est tard. prêt pour 2025, on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres, mais on n'est pas très loin. Donc effectivement, il faut qu'on baisse un peu pour atteindre la ligne rouge ou la ligne noire, mais on est dans le train et en France, on est largement en dessous. Mais c'est vrai qu'en Europe, c'est ça qui est compliqué aussi, c'est qu'en Europe, vous avez, alors la Norvège étant en dehors de l'Union européenne, on est bien d'accord, mais vous avez un marché qui est à 95% en voiture 100% électrique. Et je connais bien le marché, j'ai été président de la filiale pendant 4 ans, donc je peux en parler. L'habitude des consommateurs est différente et il y a surtout eu beaucoup d'incitations. Donc on parle de malus, de fin de bonus, mais parlons d'incitation. Parlons de fast lane, de lignes de bus, de lignes de taxi à ouvrir. Ça coûte rien ça, à ouvrir aux voitures 100% électriques. Donc pour revenir à votre question, Emmanuel, oui, pour 2025, et mon CEO était là au summit hier, il l'a confirmé, nous on considère que de toute façon les lignes, il ne faut pas les bouger, on a investi, c'est demain, donc on sera prêt et on atteindra l'objectif. Ouais. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut le faire. En revanche, il est important de laisser le choix des technologies aux constructeurs. Et donc pour revenir à 2035, c'est ce que je disais tout à l'heure, plutôt que de forcer et de réduire le parc et de ne pas baisser les émissions de CO2 du parc justement, donnons-nous un objectif d'atteinte d'émissions de CO2 pour 2035 au lieu de forcer l'électrique. Et si en fait on baisse aussi le thermique, et le thermique va s'arrêter, mais si les utilisateurs ne rachètent pas de voiture, oui, finalement ils vont garder leur vieille voiture et il y aura toujours autant d'émissions. Alors que si vous nous laissez la technologie, c'est notre boulot, on est des ingénieurs, on développe la technologie pour atteindre les objectifs et finalement on arrivera à décarboner le parc. Francis Bartholomé, pour démocratiser le véhicule électrique, pour éviter qu'il ne soit en panne et qu'on ne fasse pas le café en 2025, vous avez une théorie, mais c'est plutôt une pratique. Il faut des VO. Oui, Véhicules d'occasion, je traduis, vous savez tous. Oui, je vais répondre à la question. J'ai simplement ajouté tout à l'heure par rapport à notre ami qu'on a pas échangé sur le marché chinois. Il est vrai qu'il y a une forme de contrainte, mais il y a aussi le fait qu'en Chine, la voiture électrique n'est pas plus chère que la voiture thermique, bien au contraire. Ça, c'est aussi un point important, parce que vous pouvez obliger les gens plus facilement. Même chose, comme disait Vincent, je pense qu'on arrivera effectivement à la question du VO. Effectivement, il faut gérer d'une manière différente le parc roulant. Ça fait des années qu'on en parle. Il est clair que là, si on veut donner un peu du sens à lutte sur les émissions de CO2 et en plus de ça sur les problèmes des émissions de gaz toxiques, je crois qu'il faut éliminer, si possible, tant que soit peu, les plus anciennes voitures. Il ne faut pas arrêter le combat, on est toujours à le demander. Et le troisième point, c'est la politique qui a eu lieu par rapport au verdissement des flottes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les loueurs sur des sociétés courturées se sont retrouvés à ne plus être aidés dans ce verdissement, ce qui fait qu'inévitablement, on a perdu tout de suite la plus grande part évidente de production de VO sur le terrain. Et ça, c'est vraiment indispensable. Marc était présent dans certaines réunions, on en parlait, je crois que c'était un des sujets les plus fondamentalement qui ont été utilisés à l'Élysée devant tout le monde, et les ministres. Et je crois que tout le monde a compris que si on veut du VO dans ce pays, il faut commencer à pouvoir le produire. Et là, à mon avis, on peut s'attendre à un certain nombre de choix qui sont un peu positifs. Et puisque vous m'en donnez la parole, je voulais simplement dire une dernière fois, parce qu'on est remonté un tout petit peu et vent debout actuellement, j'espère qu'on pourra vous expliquer un petit peu différemment. Mais sur le leasing social, pour l'instant, les concessionnaires, c'est non. C'est non. C'est long. C'est clairement non. Voilà. Je voudrais faire parler nos deux experts marchés, Jamel Taganza, Bernard Julien. Il y a un paradoxe dans tout ça, parce qu'on voit bien qu'il faut faire le café, il faut donc vendre, je crois que c'est 24 ou 25% de véhicules 100% électriques en moyenne chez les constructeurs l'année prochaine dans l'Union européenne. Ça dépend un peu des positions des marques. Hein, et alors, la tentation de réduire les ventes en véhicules thermiques, c'est-à-dire l'offre disponible, est sur la table. Mais est-ce que ça, c'est pas le fond du paradoxe? C'est-à-dire que comme les gens ne veulent pas tous acheter un véhicule électrique, on risque de faire baisser le marché à cause de ça, le marché total. Quel est votre avis là-dessus, Jamel et Bernard? Alors, c'est un vrai risque. Ça me permet aussi de rebondir sur la question initiale. C'est est-ce que l'objectif de 2035 est encore crédible? Est atteignable? Il fallait, en fait, la question, c'est est-ce qu'il était crédible dès le départ? Donc, lorsqu'on a mis en place cette régulation, est-ce qu'on pouvait l'atteindre ou pas? Parce qu'il faut bien avoir en tête que cette régulation 2035, elle concerne toute l'Union européenne, du nord au sud et d'est en ouest. Or, harmoniser un marché du véhicule et le rendre 100% électrique ou 100% zéro émission en 2035 pour tout le monde, c'est un objectif très ou trop ambitieux. On parle des pays d'Europe centrale aussi, effectivement. Tout à fait. Donc,
Il y a un vrai risque effectivement à ce qu'il y ait un décrochage du marché dans son ensemble, mais ça s'inscrit aussi dans un cadre de l'Union européenne qui ne cherche pas non plus à développer le marché du véhicule dans son ensemble. On est même plutôt dans une politique qui vise plutôt à diminuer la place du véhicule, et en particulier dans les villes denses. Comme si les pouvoirs publics voulaient, Bernard Julien, diminuer les ventes finalement de manière très cynique pour décarboner. Non, moi je ne dirais pas ça. Je pense que c'est une provocation question qui n'a pas été posée, ou pas suffisamment. C'est-à-dire qu'on est tellement obsédé par les 100% d'électrique que, je crois que c'est Yann Vincent que j'ai entendu dire ça il y a 3 ans, on ne se demande pas 100% de combien. Et tout le problème, c'est de savoir, est-ce qu'on aura 100% de 10 millions de voitures ou 100% de 15 millions de voitures. Et cette question-là, on ne peut pas manquer de se la poser pour 2 raisons, au moins. La première, c'est que l'industrie en dépend, l'industrie, la constructrice et l'industrie équipementière, et par conséquent, la douleur et la concurrence des pays les uns contre les autres sera d'autant plus faible qu'on aura des volumes et d'autant plus forte qu'on n'en aura pas. Donc si on veut éviter qu'il y ait la moitié des pays qui se sentent les dindons de la farce électrique et qui ne ruent dans les brancards contre, il faut poser la question des volumes, et on ne l'a pas posée avec suffisamment de sérieux jusqu'ici. On s'est contenté de se demander est-ce qu'on était dans les clous sur le CO2 et le café, sans poser cette question-là. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, il faut absolument que les discussions que nous ouvrirons à partir de l'année prochaine se focalisent sur la question du rythme de renouvellement du parc, parce que le parc que nous voulons verdir à l'horizon 2050, ça n'est pas le parc norvégien, ça n'est pas le parc allemand, c'est le parc européen tout entier, en incluant le parc roumain ou le parc polonais, et de ce point de vue-là, la question n'est pas adressée jusqu'ici. Donc je pense que c'est absolument central. Alors par rapport à mes collègues, je dirais quand même qu'il y a une variable d'ajustement dont on n'a pas parlé jusqu'ici, qui est le profit des constructeurs. Le profit du constructeur. Bah oui, parce que quand on leur demande de faire leur café, il faut quand même aussi, pour le faire, qu'éventuellement ils renoncent à une partie des marges qui ont été les leurs ces dernières années. Et il faut bien souligner une chose quand même, qui fait partie du débat, c'est que les profits des constructeurs depuis le Covid ont été extraordinairement élevés parce qu'ils ont eu le pricing power, comme dirait Carlos Tavares, un pricing power qu'ils ont eu grâce au chômage partiel, qu'ils ont eu grâce à la pénurie de composants, et qui ont quand même tiré les prix vers le haut et les volumes vers le bas. Donc il y a aussi dans le grand chambardement qu'il va falloir gérer dans les mois à venir, cette question-là de savoir à qui incombe la charge de l'ajustement. Donc il y a une partie qui incombe aux constructeurs, une partie qui indéniablement incombe au pouvoir public, et c'est vrai que parce que l'Allemagne n'a pas fait sa part, on se retrouve dans les difficultés que j'évoquais, mais il y a quand même aussi des profits très élevés des constructeurs. Alors on me dira, les profits des constructeurs, ce sont les investissements, il faut absolument les préserver pour ces raisons-là. C'est en partie vrai, mais les profits des constructeurs, ça ne sont pas que des investissements. Quand je regarde la communication des résultats financiers des constructeurs, je m'aperçois qu'ils passent leur temps à se féliciter d'avoir si peu dépensé en R&D. Donc c'est quand même des éléments qu'il faut pointer aujourd'hui. Merci messieurs, merci beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne et de nous avoir fait part des difficultés qui sont les vôtres. Je parle de la plateforme et de ses adhérents. Merci Vincent Salimon, merci Jamel, Jean-Luc Brossard, Bernard Julien, Francis Bartholomé et Marc Mortureux. Merci beaucoup à ce premier panel. On va vous libérer, messieurs, vous pouvez repartir en salle. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant poser la question des choix stratégiques et technologiques pour démocratiser le véhicule de demain. Une voiture qui serait à la fois électrique et ultra connectée. Peut-elle être réellement abordable, et c'est oui, à quelles conditions? Je me tourne vers vous, madame et messieurs, pour ce deuxième panel. Voiture électrique abordable, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce moins cher? Est-ce plus abordable et donc amortissable sur une durée plus longue? On va voir toutes ces questions avec toi, Emmanuel, et ton deuxième panel. Merci de votre présence, madame, messieurs. On va commencer avec Christophe Auffrère, Chief Technology Officer Forvia. Forvia, c'est le 7e équipementier mondial. J'espère que je ne dis pas de bêtises. C'est bien, jusque-là, ça va. Ça va, jusque-là. Merci. Né en 2022 seulement, tout jeune, de l'union de 2 leaders technologiques du secteur automobile, Forcia et Ella, comme vous le savez tous évidemment, mais on peut réviser notre grammaire ensemble. 3 domaines majeurs, l'électrification et la gestion de l'énergie, la conduite sûre et automatisée, l'expérience à l'intérieur du cockpit, digital et durable. Alors Christophe Auffrère, j'ai envie de vous poser une question très simple, parce qu'au bout d'un moment, il faut essayer de simplifier les sujets. Pourquoi est-ce que le véhicule électrique, avec 30% de composants en moins, coûte si cher à fabriquer?
Alors, bon, déjà, j'ai regardé avant de venir les écarts entre les véhicules électriques déjà et les véhicules thermiques ou mild hybrides maintenant. En fait, on commence à converger déjà. Pour une 3008 mild hybride ou une 3008 électrique, il n'y a que 7 000 € d'écart. Il y a 5 ans, c'était plutôt 15 000 ou 20 000. Donc on commence à converger. Après, bien sûr, pour répondre à votre question, effectivement, il y a des composants, il y a moins de composants, mais ils sont plus chers. Yann Vincent nous parlera des batteries tout à l'heure. Mais en même temps, par exemple, l'électronique de puissance est beaucoup plus cher aussi, et il y en a beaucoup. Donc il y a des poches de productivité, on va dire, sur lesquelles, bien sûr, on travaille. Alors si après je continue pour être un peu didactique, bien sûr, c'est un peu à tous les étages qu'on peut gagner de l'argent. Il y a d'abord, si on se positionne au niveau du concept du véhicule, il y a effectivement aujourd'hui des constructeurs qui ont des plateformes multi-énergie. C'est pas forcément optimisé pour le véhicule électrique. Et puis il y a des plateformes qui sont purement électriques. On sait que BMW y va tout droit avec sa Neue Klasse. La Neue Klasse, effectivement. Les Chinois y sont déjà, etc. Donc ça favorise. Ça pèse environ 150 kg de moins quand même. Donc ça c'est la première chose. Après, dans les concepts de véhicules, on peut imaginer des choses. Par exemple, nous on développe des rétroviseurs électroniques. Si on utilise ça, on n'a plus besoin, par exemple, de vitrage arrière, d'essuie-glace, etc. Alors ça, c'est pas valable que pour les véhicules électriques, c'est valable pour tous les véhicules. Mais voilà, donc au niveau des concepts de véhicules, on peut avoir des évolutions. Et je ne parle pas encore de ce qui est discuté actuellement, c'est de faire des véhicules plus petits, moins lourds. Les véhicules L7, par exemple, c'est des véhicules de 600 kg. 15 kW de puissance et qui roulent à 80 ou 100 km/h. Donc ça, c'est au niveau des concepts. Il y a des choses à faire. Et déjà, les constructeurs chinois, finalement, ils sont déjà là. Ah bon ? Aujourd'hui, on peut dire qu'en Europe, on est plutôt aux véhicules électriques 1.0 et eux, ils sont déjà au 2.0. Alors, je vais expliquer pourquoi. Déjà, ils ont des plateformes complètement électriques. Et après, sur les sous-systèmes, c'est pareil, ils sont plutôt en avance. Quand vous regardez par exemple, je sais pas, les moteurs électriques, ils ont des moteurs électriques qui sont souvent moins chers. Deuxièmement, si vous regardez les systèmes de refroidissement, eh bien on commence à standardiser le système de refroidissement entre le refroidissement des moteurs, de la partie électronique, etc. Et puis le système d'air conditionné, par exemple. Donc là, on voit même système pour l'ensemble. Même système. Sur l'électronique de puissance, c'est pareil. Aujourd'hui, vous avez 7 ou 8 sous-ensembles. Les constructeurs chinois, ils sont déjà en train de se dire, dans 7 ou 8, je vais peut-être en faire qu'un. Nous, on travaille aussi là-dessus. Comment, avec un on-board charger, le mixer avec un convertisseur de tension, de courant continu, par exemple. Donc, il y a des évolutions, beaucoup d'évolutions possibles. Alors, l'électronique aussi, je continue avec ça. L'électronique, le software defined vehicle, je crois qu'on en parlera tout à l'heure avec Marc Amblard. Ça permet d'avoir que 5 ou 6 calculateurs au lieu d'en avoir 30, 40, 50, 60, 70 aujourd'hui en moyenne. Je continue avec le moteur électrique aussi. On a des moteurs électriques maintenant qui vont être à flux axial. Donc c'est des moteurs plus compacts. Aujourd'hui, c'est à flux. C'est à flux radial. Radio, d'accord. Donc ils vont être plus compacts. On a vu au salon hier, Hongqi présente un véhicule avec, 4 moteurs électriques. Breton. Un véhicule chinois. Donc 4 moteurs électriques dans les roues. Donc ça permet aussi de ne plus avoir de transmission mécanique. Ouais. Et en même temps, on peut se garer complètement en latéral. Vous pouvez tourner les roues à 90 degrés. Mais tout ça, est-ce que c'est de la science-fiction ou est-ce que c'est réel et est-ce qu'on doit y aller ? On va y aller, justement. C'est là, quand je parle de véhicules électriques 2.0, il faut aller vers ça. Les chimies de batterie, c'est pareil. Il y a des nouvelles chimies. Je recontextualise. On était en train de parler marché avant et on parlait d'une première vague de véhicules électriques, c'est bien ça dont on parle, qui était imparfaite en quelque sorte, puisqu'il a fallu qu'on y aille très vite. Je parle de vous, les industriels. Vous dites, demain, on va trouver, et on a déjà, nous, équipementiers, les technos, pour faire ce véhicule 2.0, qui sera beaucoup moins cher. De quel ordre ? On travaille dessus, et effectivement, les constructeurs aussi. Et je peux continuer encore longtemps. Tout le système, les faisceaux électriques, c'est pareil. Quand vous regardez une Tesla, tout est simplifié à l'extrême. Parce qu'on a commencé en top-down, on a réfléchi sans rien. Alors que les constructeurs historiques, ils ont commencé avec ce qu'ils avaient et puis ils ont construit à partir de ça. Donc effectivement, il y a beaucoup d'évolutions possibles et on voit quand même du 1.5 en ce moment, des convergences, des véhicules de moins de 25 000 € en France ou des véhicules de moins de 40 000 € sur des segments C. On rapproche un peu le micro, s'il vous plaît, parce qu'on vous entende bien, c'est important ce que vous dites. Alors nous, Équipe Auto, on aime bien parler des produits et de la technologie des produits qui vont venir aussi en après-vente. Alors je voudrais qu'on aborde le sujet des ADAS. Aujourd'hui, les normes GSR2 font qu'on alourdit les voitures, qu'on rajoute des systèmes ADAS, des aides à la conduite de toutes sortes. On parle de LIDAR, on parle de systèmes très complexes.
Est-ce que tout ça ne va pas dans le mauvais sens ou est-ce qu'on peut quand même simplifier ? Alors, c'est pas lié au véhicule électrique, parce que tout le monde va en avoir besoin. Oui, les thermiques aussi, pardon. Thermiques aussi. Abus de langage. Par contre, effectivement, on travaille sur la simplification de tout ça. Bon, on n'aura peut-être pas forcément des véhicules de niveau 5 partout dans le monde. Niveau 5, donc la voiture pilote autonome, complètement autonome, il n'y a plus de volant. Mais on va vers le niveau 3, les constructeurs préparent ça existe déjà, chez Mercedes, chez Honda, BM est en train de le sortir aussi, donc tout le monde va avoir du niveau 3, donc là on peut lâcher le volant et puis ne plus regarder la route. Par contre, il faut pouvoir reprendre le volant en moins de 10 secondes. Donc là, ça nécessite... En 2030 à peu près, du niveau 3, il y en a déjà aujourd'hui. Par contre, c'est limité à 60 km/h, ça va monter à 100, puis peut-être à 130 sur les autoroutes. Donc ça, après, on a besoin de systèmes très sophistiqués, comme les lidars, effectivement, les radars. Donc nous, chez Forvia là, on travaille sur les radars. Pas sur les lidars. Hein, pas sur les lidars, mais on pense que les lidars vont devenir de plus en plus intelligents. On a déjà des démonstrations là-dessus. Ils vont reconnaître les radars, excusez-moi. On peut déjà reconnaître des piétons, des cyclistes, des voitures, des camions, etc. Donc ces radars plus intelligents qui sont moins chers que les lidars vont certainement arriver sur le marché et vont pouvoir permettre de réduire effectivement le coût de ces véhicules autonomes, enfin semi-autonomes de niveau 3, voire 4. Maintenant qu'on a parlé de ces arrivées, ces nouvelles arrivées technologiques, ces nouveaux intrants technologiques, on pourrait aussi considérer que être abordable, puisqu'il faut définir ce que c'est qu'abordable. En fait, personne ne sait dire exactement. C'est le client qui dit que c'est abordable ou pas. Il peut être pris au sens d'affordability, c'est-à-dire aussi au sens d'un cycle de vie plus long. Et je suis frappé par certaines voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut que les voitures vivent beaucoup plus longtemps, que le cycle de vie soit rallongé. Qu'est-ce que vous en pensez chez Forvia ? Alors effectivement, il y a quelques temps, on en parlait beaucoup, même Renault parlait de 1 million de kilomètres avec des véhicules électriques, donc on a pris ça au bon, on a travaillé là-dessus. Donc effectivement, il y a des constructeurs aujourd'hui qui nous demandent, on est en phase d'investigation, ils nous disent, voilà, mon véhicule vivait 17 ans avant, quelque chose comme ça, maintenant je veux qu'il vive 24 ans, on a un exemple comme ça, et tous les 8 ans, je veux que mon véhicule soit refait. Donc refurbish. Voilà, refurbish. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour eux ? C'est refaire par exemple toutes les surfaces intérieures du véhicule. Donc ça, c'est pas rien pour nous, parce qu'on a optimisé nos produits, ils sont pas forcément évoluables, on va dire. Et donc, on a besoin de travailler sur des nouveaux concepts. Donc là, on travaille sur des produits, qui soient des planches de bord, des panneaux de porte, des sièges qu'on appelle modulaires. C'est-à-dire que demain, vous pourrez changer une partie des endroits qui sont plus soumis à dommages, on va dire, par exemple un accoudoir. Donc vous pourrez changer juste la partie de l'accoudoir, mais pas le panneau de porte. Dans le siège, vous pourrez changer, par exemple, le maintien latéral d'assise, parce que quand on fait beaucoup d'entrées-sorties, on va peut-être Donc vous allez devenir fabricant de composants pour l'aftermarket. Ça peut être ça aussi, effectivement. Ce qui n'est pas votre cas aujourd'hui. Un peu quand même avec Ella. Oui, pardon, beaucoup avec Ella. J'oubliais quand même ce détail très important. Donc oui, et on va jusqu'à même penser que vous pourrez acheter un véhicule d'occasion demain en mettant des options que le véhicule n'avait pas. Par exemple, un maintien lombaire, parce qu'on a une partie modulaire, on va changer juste la partie centrale du dossier. J'ai mal au dos, je voudrais... je veux un lombaire, j'en avais pas, et en occasion, je vais pouvoir le faire. Oui. La durabilité, ça veut dire que ça change votre modèle économique également. Ça oui, parce que là, dans ces cas-là, on parle de TCO, de coût de possession, et effectivement, ça peut changer effectivement le modèle économique, et les constructeurs aussi, parce qu'un constructeur qui fait ça, il ne va pas lâcher sa voiture, il va la louer plusieurs fois. Vous me disiez en aparté qu'un constructeur vous a récemment sollicité pour 24 ans de durée de vie, c'est-à-dire 3 fois 8, voilà, c'est ça. Et donc l'idée vraiment, c'est de remettre la voiture à jour complètement au niveau de son cockpit. Alors, ce qui va nous aider en plus sur l'électronique, parce que souvent les véhicules sont obsolètes après 5-7 ans, c'est le fameux software defined vehicle, parce qu'on pourra faire évoluer aussi l'électronique, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Jean-Louis Pech, président de la FIEV, est-ce que les équipementiers que vous fréquentez tous les jours sont sollicités par leurs donneurs d'ordre, les constructeurs, pour allonger le cycle de vie des composants ? Oui, comme c'était dit à l'instant, je pense qu'il y a plusieurs stratégies. En tous les cas, la valeur produit sur son cycle de vie est un élément important. Donc rallonger la vie des composants est un point important. Ceci étant, on voit que c'est pas simple, parce que même si les véhicules d'aujourd'hui peuvent être mis à jour avec le software Defined Vehicle, ensuite il faut que l'infrastructure hardware supporte les changements de software qui vont être implémentés. Et quand on voit la rapidité d'innovation dans ces domaines-là, et qu'on parle par exemple de 24 ans de durée de vie, ça pose des questions. Vous avez des secteurs où c'est fait, c'est le train par exemple, et on voit bien que dans le train aujourd'hui, c'est pas si simple que ça. Donc oui, on est interrogé pour augmenter la durée de vie,
Mais de notre côté, on voit bien apparaître des mécanismes d'accélération. On prend le marché chinois par exemple, le développement de voitures en Chine, c'est à peu près 2 ans aujourd'hui. Et on voit que l'innovation tracte ce marché. 2 ans. Voilà, 2 ans, pardon. On répète, c'est important, 2 ans. 2 ans. En Europe, c'est... Oui, enfin, c'est des moyennes. Aujourd'hui, 3 ans et demi en Europe. L'Europe accélère, mais on est sur ces ordres de grandeur. Ouais. Et on voit que le marché chinois est tracté par l'innovation. Les Chinois sont très en appétence de l'innovation. Donc est-ce que finalement, c'est un peu les injonctions contradictoires qu'on a, à la fois on veut ralentir et maintenir des durées de vie importantes parce que c'est une bonne stratégie en matière d'impact environnemental, mais de notre côté, on innove en permanence pour offrir de nouvelles fonctionnalités. Donc si vous voulez, entre les deux, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que là, on est un peu dans l'expectative. Merci pour cet éclairage du monde des équipementiers. Je voudrais céder la parole à Renault Group et à vous, Jérôme Faton. Vous êtes VP Strategy chez Ampère, filiale de Renault Group créée en novembre 2023. Alors là, c'est un bébé. Tout petit bébé. C'est pas 2022, c'est novembre 2023. Ampère est un pure player du véhicule électrique et du software, c'est ce que dit Renault Group, dédié à ce jour à la fabrication donc, des Renault électriques dédiés au marché européen. Alors, je vous pose la question très simplement. La voiture électrique abordable est-elle prête? Alors oui, en tout cas elle arrive. Bon, un certain nombre de choses ont été dites, donc je vais essayer de pas répéter trop d'éléments. Mais il faut bien avoir en tête le point de départ. Le point de départ, avec un micro proche du le point de départ, c'est qu'aujourd'hui, la voiture électrique est un produit haut de gamme. Les marques premium en Europe ont 50% de part de marché. J'inclus Tesla là-dedans. Et l'écart de prix entre l'ICE et l'électrique est encore très fort. Donc nous, on a 2 leviers majeurs pour apporter la voiture électrique abordable. Le premier, c'est l'extension de la gamme vers des voitures moins chères. Et donc c'est évidemment toute l'offensive produit vers le segment B, qui est en plus un segment très européen, où finalement les Chinois et les Américains sont très peu présents, donc on a une vraie opportunité. Et c'est d'ailleurs le cœur de métier de Renault. Donc le segment B, c'est pour nous la Renault 5, qui vient d'être lancée, qui dans quelques mois, quelques semaines, sera disponible avec une petite batterie, plus de 300 km d'autonomie, moins de 30 000 euros. Actuellement, on a 52 kWh. 52 kWh et plus de 400 km d'autonomie. Alors, je vous interromps. Comment étaient les portes ouvertes le week-end dernier? Parce que... Bonne, très bonne. Il semble que ça soit un succès. C'est un succès. Le réseau, je crois, n'a jamais été dans une attitude aussi positive, enthousiaste. Elle est belle, la R5 quand même. Oui, elle est très belle. Mais quand même, elle est chère, 33 000 euros. Alors, on la lance, comme souvent quand on lance une voiture, on lance d'abord les versions hautes, avec la grosse batterie. C'est pas une erreur, ça? Il ne faudrait pas faire l'inverse? Non, parce qu'on cherche d'abord à attirer les clients les plus intéressés par le produit, et ensuite on va étendre la gamme vers le bas. C'est assez classique dans le marketing automobile. Écoutez, je ne suis pas consultant automobile en même temps. Et donc, dans quelques semaines, c'est vraiment une histoire de semaines, on va avoir la petite batterie, 40 kWh, et on aura une version d'entrée de gamme à 25 000 euros. Si on ajoute à ça le bonus écologique, dont on espère bien qu'il sera maintenu, on va être à des tarifs assez proches de l'ICE. Et je précise également un point très important qu'on oublie souvent, vous mentionniez à l'instant le TCO, on est d'ores et déjà aujourd'hui à TCO à peu près, donc Total Cost of Ownership, c'est-à-dire le coût d'utilisation de la voiture. Allez expliquer ça, monsieur tout le monde. Donc ça tient compte de la dépréciation de la voiture, ça tient compte de l'énergie, ça tient compte de la maintenance, donc en gros le coût de détention d'une voiture. Et quand on fait la somme de tous ces éléments, une voiture électrique aujourd'hui est déjà compétitive par rapport à une voiture thermique. Mais personne ne le sait. Donc ça, je dirais, c'est le premier point, c'est l'extension de la gamme vers des produits moins chers. Si vous me permettez, le deuxième point très important... C'est important de dire ce que vous allez faire les années qui viennent. Exactement. Donc on va aussi continuer à travailler pour baisser les coûts et les prix de nos voitures à ISO segment, à ISO catégorie de voiture. Et la raison d'être d'Ampère, c'est vraiment ça, et c'est ce qu'on a annoncé d'ailleurs au moment de la création d'Ampère. On a l'ambition de réduire de 40% les coûts de nos voitures si on part de la Mégane à son lancement en 2022, et si on compare Mégane à la future génération de voitures de segment C qui arrivera à partir de 2028. Donc comment on va faire moins 40%? Alors là aussi, des choses ont été dites. Il y a toute une série d'ingrédients dans la recette, si je puis dire. Mais le premier, c'est évidemment de travailler sur la batterie. Et travailler sur la réduction des coûts de la batterie, je pense que Yann Vincent va évidemment compléter et améliorer ce que je vais dire, mais il y a 3 leviers. Le premier, c'est d'explorer de nouvelles chimies, avec notamment le mouvement vers le LFP, dont on va certainement reparler. Le lithium fer phosphate. Exactement. Si jamais quelqu'un ne savait pas, actuellement c'est nickel manganèse cobalt. Voilà, c'est ce qu'on appelle le NMC. Chimie haut de gamme.
tout à fait, haute densité, etc. Mais le LFP a fait beaucoup de progrès, donc on va avoir une double offre, et le LFP voilà, fait partie des solutions. Le deuxième levier sur la batterie, c'est de travailler sur l'intégration de la batterie dans la voiture pour avoir moins de couches en fait, entre la cellule de la batterie et le châssis. Donc on gagne en poids, on gagne en efficacité. Et le troisième levier qu'il ne faut jamais oublier, c'est de travailler sur ce qu'on appelle l'efficience de la voiture, ou pour parler clairement, la consommation d'électricité de la voiture au 100 km, pour pouvoir embarquer moins de kilowattheures pour une autonomie donnée. Voilà, donc quand on applique toutes ces recettes, on a bien l'intention, et bien d'autres, on a l'intention de baisser les coûts de 40% et donc d'atteindre rapidement une parité prix entre l'électrique et, je dirais, l'hybride aujourd'hui. Une question d'observateur en passant. Chez Stellantis, on a voulu investir dans des capacités. Il y a une création d'ACC avec des coactionnaires. Stellantis est l'un des coactionnaires. Chez Renault, vous n'avez pas pris ce pari-là. Pourtant, il fallait faire la course aux capacités. Vous avez préféré vous doter de partenaires asiatiques. N'ayons pas peur des mots. Alors pas seulement, parce qu'on a aussi Vercor, qui est une start-up française dont on est... On a cité Vercor, qui se situe à quel endroit? À Grenoble, qui est le siège, mais qui va ouvrir une gigafactory de batteries à Dunkerque, donc pas très loin de nos usines du nord de la France. Effectivement, on a fait le choix chez Renault de ne pas investir directement dans nos propres capacités, à une époque effectivement, une époque récente, je parle d'il y a 3 ou 4 ans, où tout le monde faisait la course à la capacité. Aujourd'hui, on est dans une situation où on est plutôt à l'échelle mondiale en surcapacité de batterie. Alors c'est évidemment drivé essentiellement par la Chine. Ça, c'est en tout cas, ça a changé. Et par la demande qui a baissé en réalité, qui n'a pas cru aussi vite. Il y a à la fois plus de capacité, notamment en Chine, et une demande qui n'a pas forcément cru aussi vite. Et on pense qu'aujourd'hui, le facteur clé de succès, c'est l'agilité et la capacité à changer rapidement de chimie. Et c'est pour ça qu'on a, on a annoncé qu'on allait lancer une technologie, donc une chimie LFP, lithium fer phosphate, en 18 mois, grâce à nos partenaires. Donc on pense vraiment que l'agilité est aujourd'hui le facteur clé de succès. Les partenaires, pardon. On en a deux. Voilà, on a deux partenaires. Vous pouvez communiquer dessus? Oui, ça a été communiqué. On va faire ça avec LG et CATL. LG et CATL. LG donc coréen. Coréen et CATL chinois. Mais avec des usines en Europe. Très clair. Yann Vincent, je vous cède la parole quand même, la tentation est trop forte. Vous êtes CEO de ACC, merci d'être présent aujourd'hui parce qu'on sait que vous avez beaucoup de travail, vous aussi. Donc ACC, je rappelle, mesdames, messieurs, c'est une co-entreprise qui est détenue par 3 actionnaires, donc Stellantis, mais aussi Mercedes-Benz et Total. Pas de changement jusqu'à présent, tout va bien. Tout va bien. Vous avez inauguré, on le montre à l'écran, voilà, l'usine ACC le 30 mai 2023. Grand moment de fierté, enfin en France, on sait fabriquer des batteries pour véhicules électriques. Et aujourd'hui, c'est encore plus le cas, puisque je l'annonce à ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas. Le 4 octobre dernier, Stellantis a présenté chez vous la 3008 électrique Made in France, qui est un véhicule donc 100% électrique doté de la chimie et des batteries d'ACC. Alors je vous propose d'applaudir ACC, mesdames, messieurs. Merci. C'est gratuit. Merci. Et ça renforce. Alors, la presse a beaucoup chahuté l'entreprise ces dernières semaines, néanmoins, mais on a commencé par cette bonne nouvelle, effectivement. Commercialisation donc du 3008, je crois, au sein des réseaux, du réseau Peugeot. C'est parti, avec vos batteries. 3008, 5008, l'Opel Grandland. Opel Grandland également, voilà, c'est ça. Alors, il y a eu des mauvaises nouvelles ces dernières semaines, ce qui a fait parler sur les ondes, en radio, en télé. On a parlé de taux de scrap, donc de déchets, qui atteindrait 50% de toute la production chez vous. Et pourtant, vous avez quand même maintenu votre présence aujourd'hui. Bon, alors quelle est la vérité dans tout ça? La vérité, c'est qu'on est dans une industrie qu'on crée, qui n'est pas connue en Europe. On est parti de zéro. On apprend vite, on apprend tous les jours, on progresse tous les jours. Mais c'est une industrie qui est extrêmement complexe. Donc les procédés de fabrication sont très délicats. La bonne nouvelle, c'est qu'on a entre 98% et 100% des cellules fabriquées qui sont bonnes. Donc on ne jette pas 50% des cellules. Le procédé, c'est en fait de la chimie, de la mécanique et puis de la formation électrique. La chimie aujourd'hui, entre ce que l'on rentre au début du procédé de fabrication et ce que l'on sort, donc les électrodes, on perd aujourd'hui encore 15% de matière. C'est-à-dire qu'on a des casses de bande, on a des électrodes dont la qualité n'est pas satisfaisante.
85%, il y a quelques mois, on était à 60%, 70%. La mécanique, on sort 35% de ce qui rentre et donc est rebuté. Là, on était à 40% il y a quelques mois. Donc, ça progresse, c'est extrêmement dur, quoi. C'est une technologie. Pourquoi c'est dur comme ça quand on a fait toute sa carrière dans l'automobile? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une industrie de process. C'est une industrie que les Coréens et les Chinois ont mis du temps à mettre au point, quoi. Et quand je discute avec mes homologues chinois ou homologues coréens, ils me disent mais ce que tu rencontres, pas de problème, c'est normal entre guillemets, quoi. Sauf que ça fait mal, évidemment, quoi. Ils ont commencé il y a 15-20 ans. Nous, on a commencé il y a 4 ans. Donc voilà la différence. Mais le point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que on crée quelque chose dont on a besoin en Europe. Alors, ceux qui expliquent que, avec des informations qui sont erronées, qu'on ne va pas y arriver, etc., moi, je leur pose simplement une question, quoi. Est-ce que vous voulez qu'on protège la planète? Est-ce que vous voulez qu'on réduise l'empreinte carbone? Est-ce que vous voulez qu'on réindustrialise des territoires? Est-ce que vous voulez qu'on ait des capacités en Europe? Est-ce que vous voulez qu'on ait de la souveraineté en Europe? Si vous ne voulez pas, effectivement, il n'y a pas besoin d'ACC. Il n'y a pas besoin d'ACC, parce que les Chinois et les Coréens, ils savent faire, quoi. Je pense que la souveraineté sur un produit qui est aussi important pour le véhicule que celui-là, elle est fondamentale, quoi. Il ne serait pas bon que les constructeurs européens se retrouvent à acheter à 100% des batteries à CATL. Parce que ça serait un problème majeur pour l'industrie automobile européenne. Donc voilà, quoi, on se bat pour l'autonomie de l'Europe, pour l'indépendance de l'Europe. On parle de la voiture électrique abordable, de la voiture de demain abordable. La batterie, c'est entre 35 et 40% de son coût. Du coup, oui. Ouais. Qu'en est-il justement de ce dont parlait Jérôme Faton pour Ampère, de ces recherches sur la chimie LFP? Est-ce que vous allez vous y résoudre alors que vous êtes 100% NMC aujourd'hui? Oui. Alors, bon, ce que l'on pense, c'est que les deux chimies coexisteront. C'est-à-dire que il y a une partie des gens qui continueront à être intéressés par l'autonomie, donc la forte densité énergétique, donc le NMC, quoi. Et puis à côté de ça, il faut effectivement une chimie qui soit bien meilleur marché, c'est le LFP. Le LFP, c'est entre moins 20 et moins 30%. C'est aussi entre moins 20 et moins 30% sur la densité énergétique, donc sur l'autonomie. Elle est entièrement dominée par les Chinois aujourd'hui. Donc les Chinois sont très très en avance sur le sujet. On est en train de regarder comment, dans quelles conditions économiques on pourrait arriver à la mettre sur le marché. C'est pas simple. C'est pas simple. Il n'y a pas de supply chain. Vous n'avez pas pris de décision encore chez ACC? Non, on décidera fin de cette année, premier semestre de l'année prochaine. Il n'y a pas de supply chain en Europe pour le matériau. Le recyclage n'existe pas et il ne vole pas parce que le matériau n'est pas cher. Donc il y a un certain nombre de barrières à surmonter. D'accord. Emmanuel Bischoff-Cluzel, vous êtes Vice President and Sustainability Lead au sein de la division ou de la verticale, Global Automotive Industry chez Capgemini. Alors personnellement, vous avez travaillé pendant 26 ans chez Renault, il faut le préciser, puis 2 ans chez un fournisseur d'aluminium et d'acier vert qui s'appelle GFG Alliance. Vous accompagnez les constructeurs, les grands équipementiers dans leur réflexion, dans leur stratégie, dans le déploiement des process industriels. Vous travaillez avec ACC et avec d'autres, mais je cite voilà, ACC qui est à côté de vous et qui vient de s'exprimer. Quand on réfléchit au café, aux difficultés d'atteindre justement les niveaux beaucoup plus bas de CO2 à la voiture abordable, on sait que chez Capgemini, vous réfléchissez différemment. Et je vais vous laisser en parler finalement parce que c'est une histoire à raconter. Merci Emmanuel, tout d'abord. Oui, donc ma passion c'est l'industrie automobile et la protection de la planète. Alors le micro sur le menton, toujours. Qu'est-ce que c'est que la sustainability dans l'automobile? C'est principalement la décarbonation à l'échappement, avec effectivement tout ce qui est transition vers l'électrification, et puis la décarbonation le long du cycle de vie. On dit cradle to cradle, du berceau au berceau, depuis la conception, la fabrication, la vente, l'usage, le démantèlement, la réutilisation. On est dans une logique circulaire aujourd'hui.
Et donc Capgemini, vous l'avez dit, Capgemini aide ses clients, leur apporte des solutions en s'appuyant sur les 3 gros piliers de Capgemini qui sont le consulting avec la stratégie, le conseil, une partie ingénierie produit, ingénierie process, et puis tout ce qui est IT, digitalisation, traçabilité, résilience de la supply chain. Vous y ajoutez une dose de GenAI, intelligence artificielle, pour aider nos constructeurs. Alors quelques exemples. Non, pardonnez-moi, c'est dit, hein, je voudrais qu'on avance, il faut absolument qu'on avance. Vous avez construit un programme qui est un plaidoyer pour un petit véhicule électrique qui serait conforme à la plupart des usages, et ce programme se nomme Moving On. Alors expliquez-nous. Alors Moving On, c'est une initiative lancée par Michelin autour de la sustainability et de la mobilité, avec 8 CIO cross-industrie qui participent et 28 membres, donc CMA, CGM, Engie, Massif, Capgemini, Accenture, CGI et puis Solvay. Au sein de ce consortium, il y a 13 communautés qui travaillent sur des sujets de mobilité. Et Capgemini en particulier travaille sur une communauté software. Et je co-lead une communauté sur le poids des véhicules avec Capgemini Ingénierie. On a dit le poids, donc la masse. Voilà, la masse des véhicules. Voilà. Donc il faut faire moins lourd, moins cher. Allons-y. Notre objectif, c'est d'écrire un plaidoyer pour défendre cette nouvelle catégorie auprès de la Commission européenne, une nouvelle catégorie fiscale. Ce que l'on vise, c'est une masse en dessous des 850 kg. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le véhicule électrique le plus léger, c'est la Dacia Spring, 975 kg, avec batterie. Ouais. C'est mieux, ça roule hein, avec une batterie. Voilà, donc notre objectif, c'est de créer cette nouvelle catégorie de véhicules et nous la définissons sur 2 critères, la masse et l'empreinte carbone. Une empreinte carbone autour de 6 tonnes de CO2 équivalent. Alors l'empreinte carbone qui est calculée sur le cycle de fabrication. Sur le cycle de vie de la voiture. D'accord, cycle de vie. Qui est, ce que l'on pousse, c'est d'utiliser la méthodologie de l'ADEME qui est utilisée aujourd'hui pour le calcul de l'éco-bonus français. D'accord. Voilà, donc c'est très ambitieux. On résume, 850 kg maximum, 6 tonnes d'émissions globales, et d'aller défendre ça de créer une catégorie qui pourrait s'appeler quoi? M1? Parce que M1 c'est l'automobile. M1 Light. Light. Voilà, okay. M1 allégé. Pourquoi? Quel serait l'intérêt pour un constructeur? Alors, l'intérêt pour un constructeur, c'est finalement de profiter de ce plaidoyer qui demande à l'Union européenne de nous donner des incitations fiscales, type éco-bonus, mais pas seulement, de favoriser les innovations. On en a parlé tout à l'heure. Il faut savoir que dans ce groupe, c'est un écosystème de partenaires. Il y a Valeo, Saint-Gobain, Renault et d'autres vont nous rejoindre. Voilà. Alléger et atteindre le café. Ça, c'est une idée. Vous l'évoquez, mais c'est ce que l'on demande, c'est que notre voiture fasse partie du calcul du café, bien évidemment, puisque c'est une voiture électrique, et peut-être avec un dispositif particulier qui favorise cette voiture. En termes de prix, quelle serait la target, la cible de ce véhicule petit et abordable? Petit, abordable pour nous, abordable financièrement, c'est 10 000 euros, ou 100 à 150 euros par mois. Assurance comprise. Qu'est-ce qui vous fait penser que l'Union européenne pourrait y être favorable? Notre objectif, c'est de réindustrialiser l'Europe. Le fait de définir une cible en termes d'empreinte carbone favorise la production en Europe. Je voudrais vous faire réagir, messieurs, vous êtes 3 personnes à ne pas avoir parlé, et d'ailleurs j'arrive trop tôt, Sandy, tu voulais faire une belle transition, alors je vais te laisser la faire. Je te
propose Emmanuel qu'on parle maintenant du Software Defined Vehicle, le SDV, la prochaine évolution de l'architecture des véhicules. Elle est déjà produite et en série, comme vous le savez. On peut d'ailleurs citer Tesla ou Leapmotor, les marques premium allemandes sur une partie de leur architecture véhicule. Je me tourne vers vous, Stéphane May. J'aimerais avoir votre réaction sur le plaidoyer de Capgemini concernant cette nouvelle catégorie de petites voitures dont la masse et l'empreinte CO2 seraient si réduites qu'elles aideraient toutes les industries à passer le café au la main. Stéphane May. Oui, donc on suit avec beaucoup d'attention ce qui se joue dans cette catégorie de véhicules, à la fois L6, L7 qui existent aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ont fait un tour au mondial, on peut voir des exemples qui sont homologués comme Eon Motors ou Kilo avec la bagnole, qui correspondent à cette catégorie-là. On entend bien sûr parler des Kai Cars qui seraient dans cette catégorie intermédiaire que vous venez de citer, qui est sans doute une autre idée tout à fait intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez donc de ces propos? On en pense beaucoup de bien dans la mesure où c'est très clairement une catégorie. Ce sont des catégories qui sont tout à fait adaptées à la plupart de nos déplacements au quotidien. Urbain, périurbain, parce que on n'a pas besoin tout le temps d'avoir des dizaines de kilowatts dans la batterie pour faire 10-12 kilomètres dans le quotidien. Justement, je redonne une dernière fois le micro à Emmanuel Bischoff, parce que j'ai été quand même un peu sévère là. Il faut comprendre quelque chose à travers ça. Hein. C'est pas pour faire parler Capgemini simplement, c'est parce que derrière ça, il y a l'idée que l'industrie automobile a beaucoup singé avec l'électrique le thermique. C'est-à-dire on veut un véhicule électrique qui soit une très grande capacité, une très grande autonomie, qui emporte toute la famille, qui fasse tout. Or, on n'en est pas capable. Ou alors ça coûte trop cher. Voilà, l'idée c'est qu'aujourd'hui on dimensionne notre besoin en termes de véhicules selon notre besoin crête qui est de partir en vacances avec les enfants, les bagages, le chien, et voilà. Et en fait, on n'a pas besoin de cette voiture 12 mois dans l'année. Donc l'idée, c'est vraiment d'adapter cette catégorie de véhicules à l'usage le plus proche du client et l'adapter à ses besoins au jour le jour. Et donc c'est plutôt un usage quotidien. Tout à fait. Voilà. Donc, on en entend beaucoup parler. On vise le volume pour baisser le coût et donc baisser le prix. Merci Emmanuel Bischoff, et désolé d'avoir été très court avec le timing. Stéphane May, on en vient maintenant à ce deuxième point important après l'innovation, la capacité qu'ont les industriels, donc constructeurs, équipementiers et nouveaux équipementiers, puisqu'ACC c'est un équipementier de la batterie. Bienvenue à la Fièvre d'ailleurs, hein, si vous voulez adhérer, c'est le moment. Hein. Je crois qu'il y a une remise sur l'adhésion cet après-midi. Bon, on a le droit de faire un peu d'humour. Stéphane May, on en vient au Software Defined Vehicle, hein, qu'a lancé samedi il y a 2 minutes. Le Software Defined Vehicle, c'est, vous allez le définir très précisément, mais en quelques mots, c'est effectivement la prochaine évolution de l'architecture informatique électronique du véhicule. Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler aujourd'hui ? On en parle depuis un certain temps. On en parle depuis un certain temps, c'est vrai. Et justement, il ne faudrait pas, pour prolonger le jeu de mots de tout à l'heure, de faire en extra file, donc le fichier qu'on se repasse les uns et les autres sans jamais le réaliser. Il serait temps de vraiment s'y mettre. Dans la mesure où ça permet justement d'avoir une abstraction entre le logiciel qui a un rôle majeur dans l'automobile depuis très longtemps, depuis l'introduction du contrôle moteur, de l'ABS qu'on connaît depuis tant de temps. Et donc le logiciel d'un côté et le hardware, donc toute la partie électronique de l'autre, pour pouvoir mettre à jour, maintenir le logiciel indépendamment du hardware. Et c'est pour ça qu'on réfléchit tous et qu'on avance sur ce SDV, puisque justement le véhicule serait défini par le besoin software, donc par le besoin logiciel, d'où l'appellation. On a des tentatives très réussies chez Tesla, par exemple,
on a le groupe Volkswagen qui a essayé de créer un software defined vehicle et qui est plutôt sur, vous allez nous l'expliquer, le domain computing, c'est-à-dire un intermédiaire entre l'architecture actuelle et le software defined vehicle. Tout à fait. Aujourd'hui, ce qui est dans la rue depuis quelques années, c'est plutôt orienté domaine. Donc, on a le domaine des briques, des fonctionnalités, des briques fonctionnelles qui sont similaires. Donc, pour en citer une, c'est tout ce qui tourne autour de la sécurité nécessaire au beau fonctionnement du véhicule. Donc, le freinage, les airbags, tout l'équipement ADAS, donc les caméras, les radars, lidar éventuellement. Qui gère la sécurité du conducteur et des passagers, qui serait dans un seul et même contrôleur de domaine. D'autres domaines contrôleurs concernent le cockpit, l'habitacle, etc. Et ça, c'est une partie intermédiaire ou une étape intermédiaire avant d'aboutir vraiment sur l'architecture centralisée en tant que telle, où on a plus que quelques modules électroniques dans le véhicule. Pour être très clair, donc Volkswagen achète aujourd'hui des briques logicielles à un constructeur américain qui s'appelle Rivian pour parvenir à ce software defined vehicle, après avoir tenté, peut-être en échouant, de le développer soi-même. On pourrait penser que c'est en quelque sorte un aveu d'échec de ne pas avoir réussi en propre d'avoir développé cette technologie, et je dirais c'est l'exemple qui montre que c'est une technologie qui reste très compliquée dans la mesure où aujourd'hui un véhicule a entre 150 et 200 millions de lignes de code. Demain étant 2030, on sera à 1 milliard. Alors là, les avions sont battus, on est d'accord. C'est tout simplement une énorme complexité qu'il faut gérer, et donc cette complexité, il faut l'aborder avec beaucoup d'humilité. Voilà. Marc Amblard, je m'adresse à vous. Bienvenue ici, vous résidez à San Francisco. Donc je ne vous fais pas la blague sur la chanson La Maison Bleue. Oh, ça fait longtemps. Bien et toujours d'ailleurs. Vous êtes un fin connaisseur de l'industrie automobile américaine et mondiale. Quelle est votre analyse aujourd'hui? Vous fréquentez le CES de Las Vegas, vous parlez tout ça dans le texte, donc c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Où en est l'industrie automobile aujourd'hui dans son chemin vers le SDV? Alors d'abord, c'est un chemin que l'industrie est destinée à poursuivre jusqu'au bout. C'est pas juste quelque chose qu'on essaye. C'est comme l'électrique, on y va. On y va, effectivement, c'est une tendance de fond sur laquelle tout le monde est embarqué. Où est-ce qu'on en est? Tesla a démarré depuis 2012 avec un véhicule qui était dès le départ, entre guillemets, excusez-moi, mettable à jour, enfin, on pouvait mettre à jour pas mal de briques software. Natif SDV, on peut le dire comme ça? Oui et non, enfin, c'était quelque chose d'hybride, mais qui est progressivement devenu de plus en plus équipé d'une architecture qui se rapproche de la cible dont Stéphane a parlé. Avec aujourd'hui, par exemple, Tesla Model 3 ou Y, qui est équipé d'une architecture avec on parle peut-être pas tant de domaine par domaine, plutôt par zone, en l'occurrence une zone gauche, une zone droite. Mais dans les véhicules qui sont dans la rue, on parle aussi de Rivian, qui a aujourd'hui c'est une marque qui n'est pas connue ici, mais qui vend des véhicules, enfin un gros SUV, un pick-up depuis 2021, qui a mis à jour récemment son architecture, qui est passé de 17 calculateurs, c'est déjà peu relativement par rapport aux 100 ou plus calculateurs qu'on a sur les véhicules standards, est passé de 17 à 7. Et sur une architecture mixte entre de la zone et du domaine. Donc voilà, on a déjà des véhicules de ce type-là qui sont dans la rue aujourd'hui. Les Chinois avancent assez vite. Les constructeurs traditionnels, enfin traditionnels au sens installés, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en Europe, pédale dans la choucroute, avance lentement, avance difficilement. Vous avez donné l'exemple de Volkswagen, c'est le cas d'un peu tout le monde, même si aujourd'hui, Valeo l'a rappelé, à l'occasion fait hier l'événement de la PF1, ils vont commencer à livrer des calculateurs domaine à partir de 2020, sur l'horizon de 2025, 2026, BMW, Renault, Mercedes. Sur base Rivian, c'est ça? Pardon. Non, ça c'est sur Renault, et les deux qui étaient cités, c'est Renault et W. Alors j'en sais pas plus que ça. Ouais. On cite Volkswagen, qui a investi, je crois que c'est $1 milliard de dollars dans Rivian, et qui pourrait en investir 4 de plus, parce que l'enjeu autour de ça, c'est la maîtrise du software.
Alors effectivement, il y a quelques mois, Volkswagen et Rivian ont annoncé conjointement 1 milliard par rapport à une valorisation de 10 milliards, ce qui correspond donc à une prise de participation de 10% de la société, comme significatif. Avec, au-delà de ça, effectivement, 4 milliards, vous l'avez cité. Derrière ça, ce qui est annoncé, c'est aussi la mise en place d'une joint venture, 50-50 entre deux entreprises, dont l'objectif est de développer l'architecture de demain et les softwares qui l'accompagnent sur la base de ce qui existe aujourd'hui, qui va déjà d'ailleurs être partagé avec Volkswagen. L'architecture avec 7 calculateurs va être partagée avec Volkswagen. Donc, il s'agit d'un rapprochement qui est clairement la reconnaissance, vous l'avez cité Stéphane, d'un échec, puisque Volkswagen a injecté des milliards en carriade. Je mentionne aussi à cette occasion-là que Rivian n'est pas le seul partenaire de Volkswagen dans ce domaine-là, puisque le constructeur allemand est aussi entré en partenariat avec Xpeng, qui est présent ici. Xpeng, oui. Xpeng, il prononce Xiaopeng, et avec une prise de participation de 5%. Pourquoi? Parce que ce sont des véhicules, des software defined vehicles, les Xpeng. Ils sont bien en avance par rapport à Volkswagen, et avec l'objectif de développer pour le marché chinois des véhicules sur la base d'architecture native chez Xpeng. Sachez, mesdames, messieurs, si par hasard certains d'entre vous ne le savaient pas, que des distributeurs des marques de Volkswagen Group distribuent déjà Xpeng depuis le mois dernier en France. Je vais citer Jeanlin Mobilité, qui est en région grenobloise, qui est un distributeur Volkswagen historique, Caravenu ou Eden Auto. Donc, on est déjà dans la concrétisation de ces accords. Hein. C'est très clair. Vous voyez, on comprend un petit peu les enjeux autour de ça. Mais au sujet de l'indépendance logicielle, bien sûr, Tesla l'a intuité dès le départ. Ça, hein. On connaît la personnalité de son dirigeant. D'ailleurs, je cite simplement le fait que Fremont est à 38 minutes de chez vous. Hein, c'est le siège historique de Tesla. Vous y allez à vélo? Comment vous faites? L'usine est à Fremont, de le côté de la baie par rapport... Et j'habite à Palo Alto. Il a déménagé le siège depuis. Oui, effectivement. J'habite à Palo Alto pendant 6 ans et le siège, et le centre de développement est à Palo Alto, donc à 2 km au-dessus de la colline. Et d'ailleurs, vous y allez en robotaxi des fois? Non, parce qu'il ne roule pas encore dans cette partie de la baie. Il roule à San Francisco exclusivement pour l'instant. Mais ça existe, hein. On n'en est pas loin. Il descend progressivement, il roule sur l'autoroute, effectivement, progressivement avec Waymo en tout cas. Il y a un enjeu de souveraineté, on sent derrière ça. Hein. Il y a un travail fondamental qui est mené. Je vais passer le micro à Romain Stutzmann. Rappelez-nous simplement ce que vous faites, Romain, et à quel titre vous êtes là aujourd'hui. Oui, bonjour à tous, président de France Autotech. Donc France Autotech. Voilà, association de start-up dans l'automobile. Très bien. Et d'ailleurs, vous faites un cocktail ce soir, non? C'était hier. C'était hier soir. Mince, j'ai raté. Accessoirement, on fait aussi une newsletter qui s'appelle Autotech News, où on regarde ce marché du SDV depuis quelques années maintenant. D'accord. Alors derrière ces enjeux du Software Defined Vehicle, il y a un autre enjeu, et ça, vous le portez de manière très forte, c'est un enjeu de souveraineté. On va prendre l'exemple de Renault, justement, qui passe un accord avec Google pour la partie infotainment. Ça marche très bien, d'ailleurs. Hein. Les journalistes ont tous dit, la R5, c'est génial. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien, peut-être même trop bien, mais en tout cas, le fait de maîtriser effectivement son OS, donc son software, c'est un gage de liberté d'action, de souveraineté à terme. Si on prend Tesla, Tesla maîtrise parfaitement son OS, ça lui permet effectivement aujourd'hui d'avoir une liberté d'action très forte, peut-être plus que Renault. Par exemple, Renault passe par ses concessionnaires, là où chez Tesla, finalement, vous parlez en direct à Tesla, c'est Tesla qui vous parle, c'est Tesla qui vous facture, c'est Tesla qui vous livre, c'est Tesla qui entretient votre véhicule, hormis sur la partie carrosserie, c'est Tesla qui recharge votre véhicule, ce qui fait que, et ça, ils ne pourraient pas le faire si effectivement ils ne maîtrisaient pas totalement leur OS. Alors, chez Renault, que peut-il se passer? Quels peuvent être je parle de Renault, mais d'autres, hein, puisque Volvo aussi, hein, je crois. Oui, Volvo, effectivement, il y a un dérivé qui est Android Automotive OS qui a été utilisé, voilà. Et ça fonctionne effectivement très bien. Donc, en fait, à court terme, effectivement, ça marque plusieurs buts, ça fonctionne très bien. Le sujet, c'est peut-être plus effectivement à long terme. Dès lors que le véhicule va devenir autonome, on pourra s'interroger sur effectivement la place qu'occupe Google et sur le rapport de force qu'il va y avoir entre Google et le constructeur. Ça a l'air de marcher très bien, je disais, hein, finalement. Donc, on est tenté de se dire où est le problème. Nous, on est tous concernés par Android ou par le système Apple, etc. Ça fonctionne très bien. Simplement, imaginez, essayez d'enlever Windows de votre PC. C'est strictement impossible. Mais j'ai pas envie de ça, moi. Voilà, on n'a pas envie. Donc, en fait, on ne peut pas, on n'y pense même pas. Donc, si effectivement, aujourd'hui, effectivement, on utilise Google de façon facile, mais demain, est-ce qu'on pourra se passer de Waze? Est-ce qu'on pourra se passer de toutes les applis qu'amène Google? Donc aujourd'hui, en tout cas, en tant que start-up, il faut effectivement ne pas qu'il y ait d'intermédiaire entre nous et le client. Aujourd'hui, Google effectivement est un apporteur de
de solution qui est très efficace, mais la place que va prendre Google, qui va plus faire le lien avec son téléphone, avec son login mot de passe, on va retrouver son environnement de façon très transparente dans son véhicule. À long terme, est-ce qu'on pourra demain avoir une capacité de négociation plus forte avec Google? Google aujourd'hui... Par exemple, alors puisqu'on est dans l'univers équipe auto, prendre rendez-vous pour de la maintenance, extraire des données de fonctionnement du véhicule, est-ce que vous y voyez un risque d'appropriation par Google, j'entends, et de monétisation? Si demain il y a un puits enfin, si ils peuvent se rémunérer dessus, ils se rémunéreront. En tout cas, ils vont faciliter, ils vont apporter des choses. Effectivement, reste à voir cette relation, ce rapport de force qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, Google tire plus de 60% de ses revenus de clics sponsorisés, de clics payants. Donc ça fonctionne bien. Donc ce qui leur permet d'investir sur des sujets, sur des verticales comme l'automobile. Si demain ChatGPT vient remettre en cause cette capacité qu'ils ont et cette manne financière, demain, il peut effectivement y avoir, ils devront aller trouver des fonds sur d'autres verticales et peut-être sur l'automobile. Donc aujourd'hui, ça fonctionne très bien. D'ici, pendant quelques années, ça va encore fonctionner très bien. Mais sur le long terme, dès lors qu'en plus, a fortiori, le véhicule va devenir autonome, Google prendra une place très importante dans la voiture. Et ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'effectivement Renault soit relayé en second rideau versus Google, mais c'est valable pour tous les constructeurs, pas concernant. C'est un danger auquel il faut penser. Marc Amblard, vous fréquentez le CES tous les ans. Vous avez une vision large de ce SDV. Est-ce que les GAFAM cherchent à capter de la valeur? Quelle réponse pensez-vous que je pouvais vous donner? Ça paraît bête, hein, effectivement, en ligne avec ce que disait tout de suite Romain. Et il est clair que Google en premier cherche à entrer. On l'a vu d'ailleurs, je pense tout de suite, est-ce qu'on peut se détacher de Google? On voit les difficultés que Samsung a à se détacher d'Android sur leur système. L'emprise que Google a sur les datas qui circulent sur les téléphones Android. Donc on peut imaginer demain qu'ils souhaitent faire la même chose, alors que ce soit Android Auto pour la partie vraiment mirroring de téléphone, la partie automotive avec une couche plus profonde, avec l'accès aux données du véhicule, avec la capacité d'agir sur le véhicule, télécommander des ouvertures de portes, de préchauffage ou autre chose qui va être possible parce que la pénétration de Google Android en automotive est beaucoup plus profonde. Que ça soit au-delà de ça aussi l'écosystème au travers de Google Automotive Systems, GAS. Et donc voilà, tout un ensemble, une stratégie globale, mais que Google n'est pas seul à développer. Apple a une stratégie un peu similaire, même si c'est quand même en retard. On a vu, ils avaient présenté il y a 2-3 ans une solution au-delà du mirroring à CarPlay avec des couches beaucoup plus profondes, et en particulier l'interface sur toute la brique d'affichage. Je ne les vois pas aujourd'hui pénétrer très profond, mais on voit toute une série d'équipementiers qui s'engouffrent dans la brèche sont dedans. D'accord. Je vais laisser le mot des Porsche et d'autres. Je vais laisser le mot de conclusion à Stéphane May. En juillet dernier, la moitié des entreprises de la planète ont été bloquées par un problème de cybersécurité. Dites-nous le rapport avec tout ça. Je pense que certains ici dans la salle ont vécu cet intermède entre Microsoft et CrowdStrike qui nous a tous mis c'est l'antivirus. à plat. Voilà l'antivirus qu'utilisent beaucoup d'entre nous, qui ont mis à plat le système bancaire, des logiciels utilisés dans les aéroports. Et donc, ça montre très clairement à quel point on est maintenant vulnérable par rapport à un manque de coordination sur tout ce qui touche au logiciel, d'où l'importance d'introduire le Software Defined Vehicle pour maintenir et être en capacité de répondre à cette cybersécurité. Il y a un dernier aspect que je voudrais évoquer, qui a été évoqué en quelques secondes. Plus tôt par Christophe et par Emmanuel aussi. Durée de vie plus longue, le fait que de vouloir maintenir ou introduire d'autres business models plus basés sur l'usage nécessite également de garder un objet, un véhicule qui soit au goût du jour, donc qui soit capable d'accueillir le dernier type de logiciel. Ce en quoi on est un peu dans l'économie circulaire qui va suivre, je crois. Absolument. Et on va continuer tout à l'heure dans la table ronde suivante. On abordera aussi le phénomène de la durabilité de l'après-vente.
Sandy. Merci beaucoup Emmanuel, merci beaucoup pour vos passionnantes contributions. C'est la fin de cette table ronde.